Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Temavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Interview exceptionnelle aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 1 puisque mon invitée n'est autre que Sophie Wilford. Salut Sophie, comment ça va ? Salut Marine, ça va bien. Merci. Alors je m'étais prêtée à l'exercice il y a quelques mois pour le lancement de Temavet et aujourd'hui c'est à ton tour d'être de l'autre côté du micro et j'avoue que cette fois ma place est plus facile. Alors Sophie, t'es sortie de Liège en 2007 et là accrochez-vous parce que la réputation multicasquette de la vétote zébrée qui est en face de moi n'est pas usurpée. Tu as commencé ta carrière en tant que praticienne, mixte d'abord, équine ensuite, puis il y a eu des remplacements et du volontariat en Thaïlande, au Pérou et dans les îles Cook. Ensuite un internat en équine au Pays de Galles, je précise, tu es anglo-belge, puis une résidence en médecine interne équine au Royal Veterinary College of London, sans l'accent. Cette expérience de résidence, elle n'a pas été simple, elle t'a cramé, c'est comme ça que tu le dis sur l'interview écrite que j'ai faite de toi avant Veto Micro et que nos auditeurs peuvent d'ailleurs retrouver sur le site de presse de Temavet. Donc à ce moment-là, malgré ce collège européen en médecine interne équine, tu fais le point et virage à 360 puisque tu décides de rentrer dans l'industrie pharma chez Haute-Var où tu resteras plus de 5 ans. Puis, il y aura un MBA à l'EDEC, puis la création de CMyVet, d'abord sur un projet de télémédecine avec un pivot rapide puisque vous vous êtes très vite recentré sur les besoins fondamentaux de la profession. Entre autres avec le podcast, c'est comme ça qu'ont eu lieu nos premiers échanges au travers d'un partenariat entre Parole de Veto, ton podcast, et Veto Job. Puis en 2021, tu intègres le groupement Covesia en tant que directrice marketing et communication avec une partie RH et formation. Et en 2022, on commence Veto Micro. Voilà où tu en es aujourd'hui. Alors les auditeurs n'ont pas entendu ta voix depuis quelques mois. Certains se sont peut-être posé la question de savoir pourquoi j'avais repris 100% des épisodes sur cette fin de saison. C'est parce que tu étais arrêtée, tu es toujours arrêtée d'ailleurs, pour un burn-out dont tu es en train de te remettre. Voilà, c'est encore hyper frais donc on n'abordera pas cette partie parce que tu estimes que tu n'as pas encore le recul nécessaire pour en parler. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses à raconter sur ta carrière. On y va ? Oui, on y va. Je me suis pas trop trompée ? Non, pas du tout. Je suis fatiguée rien qu'à t'entendre faire le débrief de ma carrière. Donc non, tu t'es pas trompée du tout. Merci pour ça. Bon, et première question, oh surprise, tu ne t'en doutes pas du tout. Pourquoi tu voulais devenir vétérinaire ? Sans surprise pour les auditeurs, comme toute petite fille ou petite garçon qui aspire à faire vétérinaire, j'étais en contact des animaux, beaucoup d'animaux chez moi et on avait un vétérinaire rural qui venait à la maison, donc c'était l'époque où il faisait encore les castrations de chats et les ovarios sur la table de la cuisine. Et le jour où j'ai compris petite fille ce qu'il faisait, je lui ai dit moi je veux faire ça. Aussi, je préciserai, puis ça c'est une petite allusion à mon côté anglo-belge, moi je fais pas partie de la génération Daktari, je fais partie de la génération James Herriot. Oui. T'as l'air de connaître. Non, mais effectivement, si t'es anglo-belge, Daktari, non quoi. Voilà, exactement. Et donc j'encourage ceux qui ne connaissent pas James Herriot, il y a certainement des traductions. C'est des histoires incroyables sur le monde vétérinaire rural anglais de l'époque. D'accord, ok. Donc du coup, tu arrives en école vétérinaire à Liège. Qu'est-ce que tu gardes de cette partie-là de tes études ? Écoute, j'ai fait Namur puis Liège, donc 3 ans à Namur, 3 ans à Liège. Pour ceux qui ne connaissent pas le système belge, en fait,
toute la partie francophone se termine à Liège, mais on a la possibilité de faire nos 3 premières années ailleurs qu'à Liège. Oui, d'accord. Donc, en fait, on est diplômé de Liège à la fin, mais en fait, on a pu commencer ailleurs. Voilà, exactement. Et je précise parce que moi, j'ai particulièrement apprécié la partie Namur et moins apprécié la partie à Liège. Namur, c'était une petite ville belge où tout le monde se connaissait. On était beaucoup plus mélangés aux autres facultés. C'était une transition plutôt douce, on va dire, vers le milieu universitaire. On était plus encadrés, moins nombreux, et c'est quelque chose que vraiment j'ai apprécié beaucoup. Il y avait aussi évidemment pas mal de festivités estudiantines aussi, mais beaucoup plus soft que celle qu'on connaît de Liège. Et le saut à Liège a été un peu abrupt pour moi. J'ai fait mon baptême et je l'ai pas forcément super bien vécu, même si à la fin j'étais contente de l'avoir fait parce que évidemment ça crée beaucoup de liens entre nous. Et ce que je retiens de Liège, c'est aussi de passer sur le côté pratique des choses. Donc ça, on est content, taillé, de mettre les mains dans le cambouis en tant que futur vétérinaire, et des années qui finalement sont passées très vite, et je me suis retrouvée très rapidement finalement prête à m'engager dans le monde véto. Bon, on arrive justement à ton entrée dans la vie active. Je me souviens que quand on avait fait cette interview écrite, tu m'avais dit qu'au début de ta carrière, tu avais démarré dans une clinique qui avait bien failli te dégoûter du métier dès le début, donc c'était quand même assez fort. Est-ce que tu peux nous raconter cette entrée dans la vie active ? Ouais, ce que je préciserais avant de passer sur ce chapitre-là, je pense que c'est plus ou moins pareil en France. Voilà, on a des stages comme partout. Et moi, je prenais le temps de aussi, pendant mes vacances, j'avais la chance d'avoir des premières cesses, d'aller passer du temps dans des cliniques et déjà me former à les petites chirurgies de convenance, par exemple. Et la raison pour laquelle je précise ça, c'est que je pense que ça m'a sauvée sur justement cette partie difficile, parce que ça m'a donné une perspective de la profession qui était tout autre que celle que j'ai rencontrée dans mon premier job. Donc mon premier job, j'ai pris la décision d'aller directement en Angleterre après la Belgique, parce que déjà mes sources, je parle couramment anglais. Et tu as vécu en Angleterre ? Pas du tout. Donc je suis née en Belgique. Évidemment, je suis retournée souvent en Angleterre. J'avais de la famille là-bas, donc toute petite, on y allait 3-4 fois par an. J'ai connu le bateau avant l'Eurotunnel, donc toute une époque. Effectivement, toute une époque. Et donc oui, j'avais eu la chance de passer du temps aussi là-bas, de voir des vétos là-bas, et j'étais très attirée d'une part par l'approche de l'animal, qui est beaucoup plus anthropomorphique, on va dire, que chez nous, et du coup découle de ça tout un nombre de choses qui font que il y avait beaucoup d'investissements faits dans les soins vétérinaires. Et donc voilà, je suis allée là-bas juste avant de passer dans ces cliniques. J'ai fait 1 mois d'internat. Enfin, c'était un internat. C'est 1 mois externat, ils appelaient ça à Liphook. Donc c'est une grosse clinique équine en Angleterre. Et puis je suis allée à ce job à Leighton Buzzard dans le nord de l'Angleterre. Et qui était en mixte. Mais du vrai mixte. C'est-à-dire que la plupart du temps, je passais en consulte petits animaux. C'était des consultes de 5-10 minutes maximum dans un sous-sol avec un turnover incroyable. C'était l'autoroute de la consultation. Un cadre de travail qui est pas très engageant, quoi. Pas du tout. Le week-end, j'étais de garde, mais du coup en mixte, et je me retrouvais à gérer des bovins, des ovins. J'appelais des amis, les bouquins, et donc pas du tout. En plus, hyper stressant. Je me rappelle. Je rentrais, j'habitais à côté, donc quand j'avais l'occasion de rentrer déjeuner, je rentrais déjeuner et je faisais des siestes, mais de malade, parce que j'étais juste éclatée tout le temps, juste sous la charge mentale et la pression que tout ça me mettait dès le début de ma carrière finalement. Et je me suis dit, je me rappelle me dire, mais c'est ça, est-ce que c'est ça véto ? Est-ce que c'est ça être vétérinaire ? Parce que si c'est ça, je ne tiendrai pas le coup, quoi.
Et j'ai eu le courage de me dire ok, il faut que je quitte cette clinique, parce qu'évidemment j'avais toutes les injonctions de me dire non, mais tu peux pas quitter un boulot au bout de 7 mois. Il faut tenir, on est formaté pour ça. Voilà, il faut tenir. C'est normal que ce soit dur au début. Enfin voilà, toutes ces choses là. Et je me suis dit mais en fait non, c'est pas normal que je sois dans cet état-là. Et donc j'ai pris la décision de quitter cette clinique, et j'ai eu la chance de trouver une super, par contre, clinique qui a suivi en mixte, mais équines et petits animaux, qui a été juste formidable, avec des gens super qui m'ont soutenue, qui m'ont donné une toute autre vision du métier. Et ça y est, j'avais l'impression que ça y est, j'étais lancée dans le boulot de praticienne par ce biais-là. Donc tu t'aperçois finalement qu'en fait cette première expérience hyper violente et déceptive, finalement c'est pas forcément monnaie courante, et qu'on peut changer et trouver autre chose. Et qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience qui est plus longue, qui a duré combien de temps, la deuxième? Ouais, je pense que je suis restée 2 ans et demi à peu près, il me semble. Elle m'a apporté énormément de choses. La première chose qui me vient à l'esprit, c'était 3 petites cliniques, en fait. Enfin, il y avait une grosse, on va dire, centrale, et puis 2 autres petites cliniques satellites, on va dire, dans d'autres villages. Et il y avait un esprit très familial. Et l'esprit familial, il se ressentait autant au niveau de l'équipe des vétérinaires que au niveau de l'équipe des ASV, entre vétérinaires et ASV, et au niveau des clients aussi. Et donc ça, c'était un cadre que j'ai trouvé très sécurisant. Il y avait beaucoup d'entente, de bienveillance. Il y avait aussi beaucoup d'accompagnement sur la formation, si on le voulait. C'est malgré tout, ça reste quelque chose d'important quand on est jeune vétérinaire, mais pas forcément de la formation en dehors de la clinique. Il y avait aussi beaucoup de formation avec les vétérinaires seniors. Pour exemple, quand je suis arrivée, une des vétérinaires seniors partait en congé mat 6 mois plus tard. Elle venait d'annoncer sa grossesse. Et donc, elle m'a pris sous son aile et elle m'a formée. Elle gérait et s'occupait de la plus grosse clinique et gérait toute la chirurgie. Et elle m'a pris sous son aile pour me former dans toutes les chirurgies qu'elle faisait à l'époque, pour que je puisse la remplacer quand elle partait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de super, qui m'a donné beaucoup de confiance. Le vétérinaire, je me rappelle aussi, seul associé en fait, finalement, lui était vraiment pour qu'on essaye des nouvelles choses. Si on arrivait en disant la machine écho, ça commence vraiment à pas le faire, est-ce qu'on peut envisager peut-être voilà, il prenait toujours en compte notre avis, et était pour avancer, faire avancer la clinique si évidemment c'était intéressant, rentable pour lui, mais il était très ouvert, et ça, c'était hyper agréable. Et enfin, ce que j'ai appris là-bas, c'était le travail en partenariat avec les ASV. Déjà en Angleterre, c'est pas des ASV, c'est des infirmières, on les appelle des vet nurses. C'est très structuré. Il y a toujours une head nurse dans la clinique, avec qui je me suis liée d'amitié, avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui, qui elle aussi m'a pris sous son aile en tant que jeune vétérinaire, parce qu'elle avait plus d'expérience que moi. Faut savoir que là-bas, il y a beaucoup de délégations d'actes, donc il y a plein de choses qu'elle savait faire que moi je ne savais pas faire. Donc, mais même en France, moi je me rappelle d'une ASV qui m'a appris à faire une prise de sang dans un remplat. Ça rend humble, hein. Ah, ça rend humble, ouais. Tout à fait. Donc ça c'était vraiment formidable, et je me rappelle, je pouvais partir en équine. Je pouvais partir en équine la journée, l'après-midi, après mes chirurgies du matin, et je savais que j'avais toujours une ASV, une infirmière qui s'occupait de mes cas, qui pouvait m'appeler si jamais il y avait un stress. Moi, je pouvais l'appeler pour voir si tel ou tel traitement était fait. Enfin, c'était vraiment des vrais binômes en fait de travail, et ça m'a appris beaucoup de choses aussi. D'accord. Donc cette deuxième expérience, elle te donne confiance en toi et t'apprends aussi à travailler en équipe. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 2 ans et demi, tu décides de partir ? Alors, j'avais toujours en tête, quand j'ai commencé ma carrière, et même avant, que je voulais faire l'équine. J'étais un petit peu dégoûtée de l'équine à la fin de la fac. Je pense que, comme beaucoup de facs, il y a toujours peu d'équines, et puis c'est pas forcément la vision, la vision de la médecine interne, par exemple, qu'on voudrait avoir. Donc on se dit si c'est ça l'équine, l'excellence de l'équine. voilà. Bof. Mais mon internat, mon fameux externat là que j'avais fait à Lipouc, m'avait quand même redonné goût, et
m'avait un petit peu vendu le vendu le truc de nouveau en me disant ah là, ça a quand même l'air génial de travailler dans une grosse clinique équine ambulatoire, enfin qui faisait de l'ambulatoire et de la clinique. Donc il y avait l'idée qui était là, qui vivotait. Et en fait, chose que j'ai pas précisé non plus dans ce deuxième boulot qui était super aussi en termes de rapport. On parle beaucoup aujourd'hui de vie pro, vie perso. Nos gardes, elles étaient quand même assez conséquentes parce qu'on faisait petits animaux et de l'équine. Donc bon, je pouvais me retrouver à être en train de faire une césarienne de chienne et puis devoir aller voir une colique ou inversement. Bon, c'était quand même des week-ends assez chargés. Mais du coup, pour pallier à ça, on avait toujours congé le jeudi avant, le week-end de garde, et congé le mardi d'après. D'accord. Ce qui est très cool pour te génial, remettre, quoi. génial. Ça te permet non seulement de te remettre, mais en plus, voilà, de faire des choses, c'est bête, mais parfois des choses administratives qu'on a besoin de faire en journée, qu'on peut jamais faire quand on est véto. Tout à fait, oui. On peut le faire. Et ça, c'est des vrais temps de repos, en fait. Et on avait, en plus de ça, le vendredi après-midi, la veille du week-end avant le week-end de garde, on avait congé l'après-midi. Donc, on avait un week-end de 2 jours et demi avant. Enfin, tout ça pour dire que, du coup, moi, j'utilisais un de ces jours pour continuer à me former en équine. Donc, j'allais à l'IPOUC. En fait, cette clinique-là, elle était pas loin d'où on était. Et je référais beaucoup de cas là-bas. Et donc, une fois par mois, j'allais passer mon temps là-bas à continuer à me former. Et de là est née, évidemment, l'envie de potentiellement faire un internat. Et donc, il y a eu un concours de circonstances assez fortuit. C'est que la clinique où j'étais voulait diminuer en effectif. Et moi, j'avais déjà l'idée de partir. Et donc, moi, j'ai proposé, plutôt que de potentiellement virer quelqu'un, moi, je dis, écoute, c'était pas prévu là tout de suite, mais je pense que je vais faire un internat, je vais postuler. Donc, je peux partir plus tôt et je ferai du remplacement. Et voilà. Et donc, je suis partie, mais j'avais pas encore trouvé mon internat. Je commençais à postuler et d'où les remplats dans des contrées lointaines. Voilà, tu as tout compris. Parce que en plus de vouloir faire un internat, j'avais aussi l'idée de voyager. Et pareil, injonction, je m'étais dit en sortant de l'UNIF, je peux pas faire une pause carrière avant de démarrer ma carrière. Il faut que je travaille d'abord parce que sinon je vais jamais devenir vétérinaire. Je vais perdre tout le truc habituel. Habituel, oui, on est tous pareils. Voilà, c'est bien. C'est ça, on n'est pas du tout formaté. Ouais, pas du tout formaté. Et enfin, il se trouve que c'était quand même bien parce que j'avais quand même gagné un peu de sous, fatalement, et ça me permettait aussi d'allègrement faire des remplats. Et je pense que je me serais quand même pas sentie. Je sais que certains qu'on a interviewés toutes les deux, des plus anciennes générations avaient l'habitude d'être plongés dans les remplats en sortant de l'école. Ouais, tout à fait. Bon, moi, j'avoue, je me serais pas du tout sentie à l'aise de faire ça. Et je dois dire que l'Angleterre n'aurait pas toléré ça à l'époque. Ils prenaient toujours des gens qui étaient au moins 2-3 ans diplômés. Donc finalement, tout se goupillait bien. Et donc, sortant de cette clinique, je me suis bougé les fesses. J'ai trouvé des remplats en Angleterre. Je trouve un remplat d'ailleurs qui m'a permis de faire toute cette période de remplat où je pouvais partir et revenir comme bon me semblait. Donc c'était plutôt chouette. Une petite clinique familiale aussi d'une personne près de Bristol, dans le sud-ouest. Et c'est comme ça que j'ai planifié avec mon mari de l'époque. Enfin, j'ai pas de mari aujourd'hui, mais c'était mon mari de l'époque parce qu'il n'est plus. Oui, mon ex-mari. Il était ton mari à l'époque. Il était mon mari. On a planifié nos voyages. Et on s'est dit, on part. Et on part barouder, mais on va aussi en profiter pour faire du volontariat à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on est parti dans l'Asie du Sud-Est. On a fait 6 semaines de volontariat à la frontière cambodgienne entre la Thaïlande et le Cambodge. Et ça, c'était assez épique. J'imagine qu'on aurait des questions là-dessus. Et je suis revenue 3 mois. Enfin, on est revenu 3 mois après ça. Et puis, on est parti en Amérique du Sud. On a fait, du coup, une partie au Pérou. Et non, entre les deux, c'est à ce moment-là qu'on est parti aussi 1 mois dans les îles Cook, que là, du coup, dans une clinique spécifique là-bas où on a fait 3 semaines. Donc, c'était du volontariat vétérinaire. C'était du volontariat vétérinaire, ouais. Et qu'est-ce que tu faisais exactement? De tout. Alors en Thaïlande, c'était des petits animaux, c'était chat-chien. C'était principalement de la castration des ovarios. Ils ont un gros problème de surpopulation là-bas, comme souvent. Traiter des animaux de rue avec des antiparasitaires, de la bobologie, ce genre de choses.
Au Pérou, c'était la même chose. Et pourquoi tu dis que c'était épique, du coup? C'était parce que, en fait, le soi-disant sanctuaire qui avait décidé mis en ligne cette annonce, on s'est retrouvé là. C'était une nana qui s'occupait de 6 chiens qui avait décidé de monter un truc. et bon, elle baragouinait un peu de thaïlandais et quand on est arrivé, on avait toujours pas de produits anesthésiants, donc on a dû faire des allers-retours de fou pour signer des papiers, pour avoir des licences, pour avoir des médicaments. Et il se trouve que là-bas, l'euthanasie humaine est évidemment très controversée, mais il y a des espèces de comment on appelle ça, de canaux souterrains d'euthanasie humaine. Et donc oui. Et donc évidemment, quand on commençait à commander des drogues pour les animaux, on était un peu un peu stressé, un peu suspect. D'accord. Et puis on s'est retrouvés avec une mobilette. Donc on partait dans les scooters, un scooter mobilette. On partait à travers les contrées thaïlandaises avec mon mari devant et moi derrière, avec un sac de chaque côté, avec une balance, nos bédocs, et on s'arrêtait dans les villages et les gens nous apportaient leurs chiens. C'était juste incroyable. On a essayé la sarbacane. Une vraie aventure. Ah oui, une vraie aventure. On a essayé la sarbacane, mais on s'est rapidement rendu compte que il y avait un délai assez long entre l'injection du produit. C'est pas comme dans les films. Non, c'est pas comme dans les films. Et donc on se retrouvait, on l'a fait une fois, on s'est retrouvé avec un chien qui évidemment a détalé, qui est parti dans la jungle, parce que là où on était, il y avait beaucoup de jungle. Donc on l'a coursé jusqu'à ce que il s'endorme. Et on imagine bien le stress de l'animal. Ouais, c'était pas du tout possible de faire quoi que ce soit. Enfin, on a dit ok, cette technique-là, que ça va pas marcher. On a fait des camps, on est parti dans des camps de maout dans la jungle où on a fait je sais plus combien de chiens à la journée. C'était juste c'était incroyable quoi, travailler la chaîne. Évidemment, eux voulaient nous remercier, donc ils nous remerciaient avec des noix de coco et des bouteilles de rhum. Donc nous on se faisait une soirée le jour tombé à 6h, donc on se faisait nos petites soirées avec des pina coladas improvisés. Tout un tas de trucs, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, c'était assez épique. Et plein de beaux souvenirs finalement. Ouais, des super beaux souvenirs. Ouais. Et des souvenirs, là j'ai parlé vraiment du côté plutôt ludique, mais sur le côté vétérinaire, ça m'a appris énormément de choses. La débrouillardise, clairement. Que peut-être on n'avait pas besoin de donner tous les médicaments qu'on donne aujourd'hui, surtout ça m'a appris beaucoup sur l'antibiothérapie. On faisait évidemment énormément de castration, d'ovario, et en fait on faisait un maximum pour être propre, parce que je peux même pas dire stérile, vraiment, parce que vous faisiez ce que vous pouviez avec les moyens du bord, exactement. Quoi. En plus, il faisait une chaleur de fou, il y avait des mouches, et du coup, on allait très vite. Et ce que je me suis rendu compte, c'est d'aller vite et être propre, c'est 100 fois mieux que donner des doses de fou d'antibio derrière, quoi. Ça paraît simple comme ça, mais quand on débute, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et donc peut-être que j'extrapole un petit peu, peut-être que ça m'a mis un pas finalement dans l'entrepreneuriat, parce que c'était se débrouiller avec les moyens du bord, quoi. Oui, d'accord. Très clair. Et comment tu reviens du coup sur cette idée d'internat beaucoup plus structurée après toutes ces aventures en Thaïlande et au Pérou? Écoute, je pense que pour ceux qui me connaissent, quand j'ai une idée en tête, je vais au bout. Voilà, je vais au bout et je démords pas. Donc cette idée, elle était là, elle avait bel et bien germé, donc j'allais aller au bout de cette idée. Je pense que j'ai eu la place, je me rappelle plus exactement en termes de temporalité, mais j'avais trouvé l'internat où je suis allée, un petit internat. À l'époque, c'était pas en ligne. Hein. À l'époque, c'était un magazine Vet Times, ça s'appelait, où on regardait les annonces, et j'étais tombée sur cette petite nouvelle clinique qui n'était pas encore un hôpital à l'époque, au Pays de Galles, qui ils avaient eu leurs deux premières années d'internat, et là ils embauchaient pour la 3e. Et à l'époque, je m'étais dit, je vais aller à Liphook, quoi. C'était ton objectif. Mon objectif, et puis c'était une clinique que je connaissais les gens. C'était vraiment mon idéal, on va dire,
d'internat. Et mais je me suis dit allez, vas-y, pourquoi pas. Enfin, j'ai postulé et j'ai une réponse. Voilà, j'ai une réponse très chouette de la personne. Je me rappelle, j'avais envoyé un mail en disant voilà, je suis consciente que vous êtes un jeune hôpital, donc voilà, je ne sais pas si ce sera à hauteur de mes espérances en termes d'internat. Moi, j'ai déjà un peu d'expérience. Il cherchait quelqu'un qui sortait de l'école. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a envoyé une super réponse en mode, effectivement, peut-être que ce sera bloquant pour toi, mais je t'invite, on est plutôt sympa, je t'invite plutôt à venir nous voir. Et je débarque dans cette clinique et coup de cœur en fait. Je passe une partie de la journée avec un des chirurgiens, une autre partie de la journée avec un des vétos ambulatoires. C'était 2 vétos ambulatoires en fait qui avaient monté cette clinique. Petite, mais encore je l'évoquais beaucoup en fait, ce côté familial, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment très important pour moi, ce côté très communautaire, famille, où les gens sont bienveillants les uns envers les autres. Et je me dis en fait, je serais pas dans une grosse clinique avec 30 chevaux, 40 chevaux dans l'hôpital, mais peut-être que du coup j'aurais la possibilité plutôt de courir partout sur ces 40 chevaux, de me concentrer sur les 10-15 chevaux qu'on aura, mais finalement être aller plus au fond des choses. Et sans hésitation, je leur dis écoutez, si vous me prenez, moi je suis partante. Et donc j'ai eu le poste et en fait là ça démarrait en septembre. Donc et je pense que ça devait être février après notre premier périple. Donc là du coup j'avais le temps de m'organiser et de me dire voilà, maintenant je profite, je continue à faire un peu de remplat et de voyage et puis quand je rentrerai oui, tu savais où tu allais quoi. Ouais. Et ça c'est non diplômant en Angleterre, ce sont des internats non diplômants. Ouais, tout à fait. Ce qu'on appelle des clinicas aujourd'hui pour le distinguer de l'internat diplômant en France, quoi. Exactement. Moi, ça me posait pas de problème parce que j'avais évidemment déjà en tête l'idée de potentiellement faire une résidence, même si j'étais pas à fond à ce moment-là. Mais je voulais au cas où, évidemment, savoir que même avec un clinica, entre guillemets, je pouvais accéder. Et en fait, je pense que ça doit être encore le cas aujourd'hui. Mais si on a un minimum d'expérience sur le terrain, 2 ans et demi à peu près, ils acceptent que les gens postulent. Donc moi, je me disais, j'ai 2 ans et demi, j'avais 3 ans et demi d'expérience déjà en clinique, plus l'année de clinica. Je me disais, pour mon dossier, je me faisais pas trop de soucis, quoi. Mais effectivement, ceux qui sortent de leurs études et qui veulent faire une résidence, aujourd'hui, soit ils peuvent faire 2 ans et demi, ou alors ils doivent faire un internat qui est diplômant. Oui, tout à fait. Ouais. Et cette idée de la résidence, elle te vient à quel moment de manière très précise où tu dis vraiment, je vais y aller? Clairement, elle me vient pendant mon internat parce que j'ai adoré mon internat. Hein. C'était vraiment incroyable. C'était super parce que comme j'avais déjà de la bouteille en clinique, en tant que praticienne, tout ce qui était on va dire acte et diagnostic, on va dire de base qu'on apprend au début, c'était bon. Donc en fait, mon temps en clinique, en internat, je l'ai passé en mode éponge. Donc je stressais pas, sonder les chevaux, passer le temps dans l'hôpital, mettre des cathéters, tout ça, c'était pas un souci pour moi. T'avais du temps de cerveau pour faire des choses plus intéressantes en tout cas. Exactement. Donc je suis devenue très bonne en radio. C'était il écoutera pas de podcast parce qu'il est en anglais, mais c'était un tyran en radio. Mais ça m'a appris tellement la justesse et la précision. Je me suis concentrée sur l'anesthésie que j'ai adoré. On a pu participer à pas mal de chirurgie. J'ai pu faire de l'ambulatoire. Donc c'était vraiment top. Et ce truc de être près de personnes, de travailler auprès de personnes qui savent plus que moi, je me suis dit mais en fait résidence c'est le rêve en fait parce que c'est encore un niveau au-dessus. C'est comme ça que je le voyais. Hein. Bon, on en parlera après de la réalité. Mais bon voilà, j'ai un côté un peu bisounours. Moi, mon objectif, c'était d'apprendre plus dans un chouette environnement, de pouvoir ensuite... Et tu dirais que c'est une course à l'excellence ou non, c'est plutôt une soif d'apprendre? Alors, aujourd'hui, évidemment, je me pose beaucoup de questions. Hein. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que je suis
quelqu'un de déterminé, voire buté, avec un sacré Carrément. caractère. Donc quand j'ai une idée en tête, en fait, je suis mon intuition vraiment, quoi. Et quand j'ai une idée en tête et que je sais que c'est la bonne, j'y vais. Et après, je remets rarement quand même en question, sauf si, enfin voilà, vraiment il y a lieu de faire parce que je sais pas, les événements de la vie font que. Je pense que j'avais une vraie soif d'apprentissage. Clairement, je me lasse vite et j'ai besoin de me nourrir d'autres choses. Donc il y avait vraiment de ça. Après, je pense qu'il y a clairement une partie de je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis pas encore assez à la hauteur. Donc, un espèce de syndrome de l'imposteur. Bien aussi, sûr, pour faire mon métier correctement. Et donc ça, évidemment, ça pousse à apprendre plus, vouloir faire plus de formation. Enfin, ça, on le voit aujourd'hui énormément chez les jeunes. Ce côté, il faut que je fasse plus de formation parce que je suis pas à la hauteur pour être en face du client ou peu importe. Et donc voilà. Donc clairement un peu des deux. Ok, très clair. Je rebondis sur l'histoire de l'internat que tu as fait après quelques années de pratique. Manuel Ornart, dans son épisode aussi, ça doit être 3 ou 4, je sais plus, c'est au début en tout cas, elle explique qu'elle, ça a été génial pour exactement les mêmes raisons que toi. Donc c'est quelque chose que peut-être à retenir. Cette résidence que tu fais à Londres, comment elle se passe ? Donc j'obtiens cette résidence, je suis juste... c'est incroyable. Enfin, c'était un peu le Graal. J'étais super contente. Il faut savoir en plus que j'étais pas retenue la première fois. D'accord. Mais la personne qui a été retenue, j'étais le top 2 et la personne qui a été retenue a décliné. Donc j'ai eu le poste. On m'a dit non, tu l'as pas. Donc j'étais en mode un peu dépidée et genre une semaine après ou quelques jours après, c'était tu l'as. Donc et tu penses que ta double nationalité, elle a joué parce qu'on entend souvent que voilà, il y a très peu de Français qui sont pris au Royal College. Oui, clairement, c'est très alors chauvin. Non, je réfléchis parce que c'est pas le cas en petits animaux. En petits animaux, il y a vraiment beaucoup d'étrangers. Je saurais pas dire la proportion, mais je pense que je serais pas étonnée que ce soit 50-50. D'accord. En équine, c'est vrai qu'on était tous anglais. Et oui, je pense que l'équine, il y a un côté peut-être un peu chauvin. D'accord. Après, on avait mes tutrices. Enfin, il y en a une qui était australienne, l'autre qui était allemande. Donc bon. Oui, c'est je sais pas. Ouais, franchement. Pas d'avis. Finalement. Ouais, voilà, exactement. Pas d'avis. Abstention. Donc voilà, j'ai cette place et en fait je démarre et c'était l'enfer en fait dès le début, j'y repense. Mais au début c'est l'enfer parce que ce qui semble être un peu normal, quoi, nouvel environnement. Nouveaux collègues, nouvelle manière de faire. Exactement. Charge de travail. Finalement, on passe d'un statut d'interne où on est plutôt subordonné et les gens nous disent quoi faire et bon, on donne un peu notre avis, mais voilà, sans plus. Ah, ça y est, on a quand même de nouveau une vraie responsabilité. Un poste un peu bâtard parce qu'on a de la responsabilité, mais en même temps, il y a quand même les grands toujours au-dessus quelqu'un au-dessus. Toujours quelqu'un au-dessus. Qui donne un niveau de responsabilité dépendant de si c'est week-end de garde ou pas, s'ils ont envie ou pas. Et il faut savoir si c'est bien fait ou pas. Voilà, ou si c'est fait comme eux ou pas. Et puis on a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'internistes. Donc voilà, moi je faisais la neuro avec Richard Piercy. Il y avait 2 internistes. Il y en a une qui faisait plus du poulain, l'autre qui faisait plus tout ce qui était métabolique syndrome, etc. Donc voilà, on avait aussi beaucoup de personnes. Et puis après, on commence à voir un petit peu comment ça se passe. Donc une vraie guéguerre entre le pôle chirurgie et le pôle médecin, au point de, on se sert des résidents comme boulet de canon pour se venger sur les chirurgiens ou vice versa, quoi. Donc on fait les rondes le matin, on présente les cas et on se fait allumer.
très clairement. Moi, j'en étais au point, je craignais les rondes, c'était une horreur pour moi. J'avais la chiasse tous les matins, c'était juste un enfer. J'avais l'estomac noué au possible. Voilà, quand je terminais, je tremblais, hein, clairement, je tremblais quand je disais mes cas, je perdais tous mes moyens, quoi. Voilà, des bêtes questions, j'arrivais plus à répondre. Et j'avais un chirurgien en particulier qui était vraiment particulièrement véhément et qui s'en prenait vraiment à moi, au point où mes tutrices ont quand même dit non mais si tu veux on va lui parler. Je fais mais non en fait ça va juste empirer le truc. Enfin moi j'étais vraiment terrorisée. Hein. Et qui prenait plaisir à faire ça, tu penses ou... Je pense qu'il se rendait pas compte. Oui. Il se rendait pas compte. Il était assez particulier. Il a depuis quitté cet environnement. Non, je pense qu'il se rendait pas compte. Mais à l'époque, j'ai fait une chute d'estime et de confiance en moi en l'espace de un mois. Et en fait, une fois qu'on arrive à ce stade-là, c'est plus possible de se défendre en fait, parce que ce que j'aurais dû faire, c'était de me prendre position, d'aller chercher de l'aide, de vraiment mettre en place quelque chose pour être soutenue. Mais j'osais pas en fait, je me disais bon, c'est ma faute, je suis nulle, qu'est-ce que je fous là, c'est gros syndrome de l'imposteur plus. La nana avant moi, elle avait fait un burn-out et un arrêt de 6 mois. Moi, je me suis posé la question d'arrêter, mais je me suis dit, en plus, j'ai divorcé pendant cette période-là. Tu cumules. Donc je cumulais et clairement, c'était pas que la raison, mais forcément, ça en faisait partie. Et je me disais mais si en plus ça a cassé, je vais au bout quoi. Là je suis tellement dedans que je vais au bout des choses. Donc tu t'es accrochée pendant 3 ans. Je me suis accrochée pendant 3 ans. On était un chouette groupe de résidents. C'était cool. On se soutenait quand même entre nous. Il y a eu des moments où ça s'est un petit peu amélioré, ou vraiment t'as fait 3 ans comme ça? Alors ça s'est amélioré quand... alors déjà, l'avantage du collège de médecine interne, c'est que... Alors maintenant, ils ont un petit peu changé le système, mais on avait beaucoup de stages quand même à faire. Et beaucoup de stages, du coup, qu'on faisait en dehors du RVC. Donc ça me permettait de souffler, d'aller voir d'autres facs, d'aller voir d'autres vétos et de m'extirper un peu de ça et de me rendre compte que malgré tout c'était pas la réalité, c'était une réalité. Et ça me permettait quand même malgré tout de m'accrocher. On était payé une misère, hein, donc j'ai fait un prêt bancaire pour pouvoir payer toute cette maltraitance. Oui, toute cette maltraitance. Non, mais surtout mes stages. Du coup, je suis allée, j'ai payé de l'argent, j'ai payé pour aller faire un stage de néonate en Australie, par exemple. Quoi. Je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. De toute façon, à la fin, je remboursais mon prêt, mais au moins j'aurais survécu. Donc j'avais un peu ce côté survie en moi qui me faisait tenir. Donc ça, c'était des chouettes moments, quoi. C'était des moments où je rencontrais d'autres personnes, des gens, je voyais de la bienveillance de nouveau, des gens qui aimaient leur métier, les cas qui étaient peut-être un peu mieux gérés, Puis, bon, c'était pas toujours non plus la panacée là où j'étais. Ce que j'aimais, alors si, il y a une chose que j'aimais au VC, c'était que on se partageait les gardes avec les chirurgiens. Donc on était aussi garde en chirurgie. Donc moi j'aimais bien la chirurgie en fait. Donc c'était pareil, c'était aussi ça me sortait un peu du truc de médecine interne tout le temps. Et donc ça veut dire qu'aussi quand on faisait nos coliques, on les suivait jusqu'au bout. Donc moi quand j'avais une colique la nuit, j'allais en chirurgie et ça c'était hyper gratifiant parce que tu voyais un peu ton diagnostic, tu voyais à quoi ça ressemblait à l'intérieur, tu le suivais au bout, etc. Donc ça c'était chouette. J'aime toujours le côté transmission, donc j'aimais bien, je m'entendais très bien avec les internes, j'aimais bien passer du temps avec eux, j'aimais bien passer du temps avec les étudiants parce que j'avais déjà ce côté c'est une réalité, mais c'est pas la réalité. Ça peut être différent. Et j'estimais que j'avais déjà assez d'expérience pour pouvoir encourager les jeunes à prendre une certaine direction avec plus de recul que moi j'avais eu pour certaines choses. Et voilà, les encourager sur leur voie et de peut-être pas faire exactement les mêmes choix ou les mêmes erreurs que moi j'avais pu faire. Donc oui, il y avait des choses à laquelle je me raccrochais. Après, il y avait d'autres qui étaient très compliquées. Je faisais aussi on devait faire un master aussi en même temps.
Et donc, je m'étais dit en fait, pareil, un peu pour sortir de la clinique. Et aussi, je me dis, la recherche, je connais pas trop. Peut-être que ce serait cool de faire un projet de recherche. En plus. Voilà, en plus c'est très juste parce que bon, j'avais pas du tout anticipé que travailler dans un labo, que tout n'allait pas aller comme sur des roulettes, même dans un labo. Je me revois avec mes pipettes en train de m'arracher les cheveux. Je travaillais la cytométrie de flux. Je vais pas aller dans les détails, explications sur les lymphocytes T chez le cheval. C'était passionnant. Alors en vrai, c'était intéressant, oui, mais en fait, ça m'étonne pas. Mais... comme c'était un temps partagé, complexe. C'était complexe. Et c'est ça aussi, ça rajoutait une charge. C'était juste un enfer parce qu'après, à la fin, il faut faire une thèse. Ah bon? Oui, une thèse. Alors, une thèse, oui, c'est pas une thèse. Il faut quand même faire un travail. Enfin, c'est plus un TFE que. Non, celle-là. T'avais pas besoin de publier. Alors oui, bien sûr, j'ai des publications aussi. Ouais, j'avais oublié ce côté-là. Oui, bien sûr, parce que aussi il y a d'autres choses qu'il faut publier. Donc il faut une publication en tant que premier auteur, un deuxième en tant que auteur. Donc bon, ça allait à peu près parce que je m'étais. J'avais trouvé des sujets pas mal. Et puis oui, parce que c'était mon idée première quand tu m'as demandé la question, ce qui avait été bien. Aussi, on était limité sur certains cas en médecine interne, et en fait, quand on fait une résidence, on a aussi, en tout cas en médecine interne et kin, on a à peu près, je pense que c'est plus de 500 cas au total à valider, un certain nombre en premier médecin et un certain nombre en deuxième médecin. Donc premier médecin, c'est le médecin principal du cas. En fait, voilà, case log, exactement. Et on n'avait pas beaucoup de cas en médecine sportive, on n'avait pas trop de cas en métabolique, on avait énormément de coliques. Et donc je m'étais arrangée, comme j'étais sur la fin et qu'il me manquait beaucoup de cas, je m'étais arrangée. Et en vrai, ça m'arrangeait bien aussi de partir de là le plus possible pour aller retravailler là où j'avais fait mon internat. D'accord. Là, tu te dis génial, ouf, t'es parti 6 mois. Non, sauf que ils m'ont pas fait de cadeau sur les gardes. Et d'ailleurs, les résidents non plus, c'est pour dire la mentalité. Donc, je devais quand même retourner faire mes week-ends de garde. Donc, je me tapais, j'allais avec ma petite Fox au Pays de Galles, 5 jours. Et puis, je partais le vendredi midi me faire 5 heures de route pour démarrer ma garde au RVC. Et je repartais le lundi matin de l'autre côté. Et quand je suis revenue faire mes 2 dernières semaines, j'avais dû échanger toutes mes gardes avec les résidents. Donc, je me suis fait mes 2 dernières semaines de résidence, c'était 2 semaines de garde. D'accord. Et évidemment la journée aussi, parce que sinon c'est pas drôle. Donc le jour où j'ai terminé cette résidence, je pense que c'est un des jours des plus heureux de ma vie. J'avais demandé, tu termines dans quel état et à quel moment tu passes le collège européen, parce que du coup tu finis bordé quand même de cette histoire. Ouais. Alors ça, encore sacrée histoire. Je finis épuisée. Alors j'ai en burn-out ou... alors le burn-out s'est fait un peu à une étape ultérieure. En fait, épuisée. J'ai eu, évidemment, à un moment donné, je pesais 45 kilos tout mouillé, je buvais que du coca pour déjeuner, enfin voilà, l'horreur, le truc. Donc j'étais un peu une loque humaine, mais c'est incroyable ce que le corps arrive à endurer finalement, à tenir. Parce que moi, évidemment, au moment où je divorçais, il me disait ressaisis-toi, c'est bon, ça va. Beaucoup d'empathie. Je pleurais, oui, beaucoup d'empathie. Je pleurais dans les toilettes. Enfin, c'était bref. Donc je termine épuisée, mais heureuse d'avoir terminé. Donc je pense que ça me porte. Ça me porte vraiment ce truc. C'est fini. C'est fini, quoi. Donc ça me redonne de l'énergie. D'autant plus que je m'étais dit sur la dernière période, en fait, malgré le fait que je te dis c'était une réalité, en fait, c'était devenu la réalité pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, là, je peux plus rester dans le monde vétérinaire. C'était vraiment, j'ai tout fait en fait. Je me disais, mais en fait, ça va me tuer quoi. Et ce côté instinct de survie, je me suis dit, faut que je me sorte de là. Il faut que je fasse une pause. Et j'avais rencontré des personnes de chez Audvar d'ailleurs, à une BIVA qui est l'équivalent de la VEF anglais. Et j'étais restée en contact et je m'étais dit, en fait, pourquoi pas un peu de labo, en fait, ça me fera peut-être sortir la tête du guidon. Et pourtant j'étais vraiment une passionnée de la pratique. J'adorais mon métier de praticien, j'adorais être près des gens, des animaux. Bon, hormis la partie euthanasie qui était relativement difficile pour moi, et pour en parler ou pas, mais voilà, c'est une petite parenthèse. J'adorais vraiment mon métier de praticien et jamais
on m'aurait dit au début de ma carrière que tu allais quitter le secteur libéral pour le secteur privé. Exactement, jamais, c'est pas possible. Jamais de la vie. Mais je me suis dit à ce moment-là, go, on verra. Enfin, c'était vraiment du survie en fait. Je me projetais pas à 1 an, 2 ans. Je me dis, le monde vétérinaire, j'en peux plus. Il faut que j'en sorte. Oui, d'accord. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé mon CV. Bon, clairement, mon CV, j'ai encore en tête ta question sur le board, j'ai pas oublié ça, je reviendrai dessus. Pas de problème. En fait, donc j'envoie mon CV. Évidemment, mon CV était hyper intéressant parce que j'avais de la pratique, j'avais de la spécialisation, j'avais évidemment accès à énormément de ce qu'on appelle KOL, donc des leaders d'opinion. Donc pour un labo vétérinaire qui est en train de se développer à l'export, en plus j'avais la casquette internationale. Donc ils se sont dit banco, merci, c'est quoi cet envoi du ciel? Et de mon côté, super bon feeling quoi. Encore une fois, j'ai eu Marina Wissink. J'allais dire, moi aussi j'étais en entretien avec elle et elle donne envie d'aller travailler chez Audouard. Clairement, elle est absolument passionnée par elle était passionnée, elle est toujours. Maintenant, la boîte a vraiment bien avancé depuis le jour où j'ai mis les pieds. Mais voilà, ça fit quoi. Ça fit et donc je vais à Paris. Je me rappelle, je suis allée à Paris. Je pense que j'étais encore en résidence pour faire un entretien. Je me rappelle, c'était mes 30 ans, parce que c'était aussi les 70 ans et les 80 ans de mes parents. Donc, on s'est fait un combiné voyage à Paris. Et moi, évidemment, j'étais encore en résidence, donc on s'est pris un hôtel. C'était juste, je crois que j'ai dormi pendant 3 jours, mis à part aller pour l'entretien. Et je suis allée dans cette boîte et enfin voilà, des gens sympas avec un boulot. Je me dis je crois que ça y est, ça devrait le faire quoi. Elle m'avait fait faire un petit exercice de mise en avant d'un produit. Moi, ça me parlait vachement par rapport au cas que j'avais fait, donc je me suis dit allez, banco quoi. Et eux, ils avaient l'air d'accrocher aussi, donc c'était bon. Et donc je commençais ça en sortant quoi. C'était, je sais plus, je pense que comme d'habitude, j'avais pas dû prendre beaucoup de congés en sortant de ma résidence. Je crois que je devais commencer direct. Et donc je suis arrivée et je m'étais toujours dit, ça c'est drôle, je m'étais toujours dit pendant ma carrière, j'aimerais bien un jour vivre dans une grande ville. Et évidemment, je m'étais toujours dit non mais en tant que praticienne équine, un peu jamais. Comme quoi, quand on a une idée, la graine est plantée, elle attend juste à être arrosée au bon moment. Et donc, j'arrive à Paris. Je reviens sur l'histoire du board. Donc, j'avais je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je pense, mais en fait, il le scinde en 2, le board de médecine interne. Il y a la partie qui s'appelle générale et la partie qui s'appelle certifying. La partie générale, c'est on va dire beaucoup de physio, beaucoup de médecine on va dire générale, et puis le certifying c'est vraiment les cas cliniques complexes avec un oral, avec de la défense d'oral, etc. Et donc j'avais validé le général la deuxième fois, je précise, je l'avais pas validé la première fois, et il me restait le certifying à faire. Et je me suis dit, en prenant le boulot chez Audouard, je me suis dit, en fait, et c'était toujours en janvier. Donc, je terminais ma résidence en juin. Et donc, si je le passais là, c'était en janvier. Et là, pour une fois, ça m'arrive pas souvent dans ma vie, mais pour une fois, je me suis dit, non, je peux pas. Là, c'est pas possible, en fait. Là, je suis épuisée. Je prends un nouveau taf. J'ai plus envie de voir, d'être confrontée à ce monde. T'as choisi, quoi. En fait. Voilà, exactement. J'ai vraiment choisi. Et ça m'a fait un bien fou. Et je pense que c'est ça qu'on verra, parce qu'après, je pense que je fais un burn-out, mais c'est un burn-out différé, en fait. J'arrive chez Audouard et c'est le jour et la nuit en fait du monde que j'ai connu vétérinaire, où il y avait zéro bienveillance, les gens se tiraient dans les pattes, je vais pas revenir dessus. Là j'arrive, les gens sont super gentils avec moi, ils m'estiment, ils estiment qui je suis quoi en fait en tant que personne, en tant que vétérinaire. Je sais des choses et ils sont contents d'avoir quelqu'un avec eux qui sait des choses. Personne essaye d'en savoir, de montrer qu'ils en savent plus que l'autre. T'es plus rabaissé en fait. Je suis plus rabaissée en fait, voilà, exactement.
Je mange le midi. Je crois que j'ai pris 4 kilos en un mois. Genre, c'est bien ça. Hein juste, de manger le midi. Et on fait une pause. On fait une pause le midi. Enfin, je fais des heures décentes. J'ai plus de garde. Enfin, je revis en fait. Vraiment, je revis et ça a été ça a été salvateur pour moi à ce moment-là, quoi. Je pense que, j'aurais pas pu retourner en clinique à ce moment-là et si je l'avais fait, je me serais complètement cramée. Ça, c'est une certitude. Et donc, je ne passe pas le board à ce moment-là. Je ne le passe pas non plus l'année d'après, parce que l'année d'après, je vais en Mongolie et je fais une course à travers la Mongolie. Hein, je pense que c'est dans l'interview qu'on avait faite par écrit toutes les deux. Mmh. Et là, en rentrant 2 semaines plus tard, je fais une méningite. Et quand je parle de burn-out différé, je pense que mon corps n'en pouvait plus en fait. J'étais épuisée. J'avais tenu le coup après la résidence. J'avais pris un boulot que malgré tout, je me donnais à 200%. J'adorais le taf que je faisais chez Audvar. Jusqu'au bout, j'ai adoré mon travail chez eux. Et donc voilà, je me donnais beaucoup. J'avais 50% de déplacement, donc à travers toute l'Europe. Donc je bougeais énormément. Je m'entraînais en plus beaucoup sportivement pour cette fameuse course et en fait j'ai terminé la course, j'ai fait une petite gastro herpès virus, j'étais tombée aussi, donc ma barrière méningée était je pense un peu le système immunitaire dans les chaussettes, quoi. Voilà, système immunitaire dans les chaussettes, méningite et dans la foulée réactivation de mono parce que c'est herpès virus et donc je me retrouve et en fait mon corps ne veut plus. Moi je veux revenir au boulot, je me rappelle et Marina corps dit stop. Mon corps dit stop. Marina était incroyable. À un moment donné, elle m'a dit, mais juste, tu restes chez toi, tu ne reviens plus. Parce que chaque fois que je revenais, à bout de 2 heures, je bégayais. Mon cerveau ne fonctionnait plus, quoi. Et j'étais épuisée. Enfin, au-delà, après, je suis passée outre la partie méningite, parce que ça s'est décéphalé je ne souhaite à personne. C'était un cauchemar. Mais voilà, au final, je suis arrêtée 3 mois en essayant de revenir à maintes reprises et ça me prend 1 an en vrai pour me remettre pleinement. Je retourne au boulot au bout de 3 mois parce que j'ai envie de retourner au boulot parce que voilà, je kiffais mon taf et ça me manquait. Mais voilà, je pense que vraiment c'était une méningite, mais c'était mon corps qui disait en fait c'est moi qui vais t'arrêter, quoi. Donc bon, je me remets de ma méningite, de ma réactivation de mono, je reprends le boulot et là je me dis bon, il serait quand même temps que je passe ce board. Et donc là, je me dis en fait là, si je veux passer le board, je me donne qu'une chance en fait. Je me donne qu'une chance pour le passer et je me la donne et par contre je m'y mets à fond. Donc je me dis bon ça va être 6 mois, quoi. Ça va être 6 mois, donc je crois que je me remets de ma méningite, ça devait être février-mars. Là, je reprends le boulot, donc je me dis en août, faut que je commence à me mettre à étudier sérieusement, quoi. Et donc je me mets à étudier sérieusement au mois d'août, c'est-à-dire que j'arrête toutes les sorties, je rentre du boulot à 18h pétante, je me mets une vraie rigueur, je rentre, je me fais mes petits 2 carrés de chocolat et j'étudie tous les soirs jusqu'à 22h. Et je fais ça non-stop et je me prends 2 semaines avant le board pour bosser à fond. Et évidemment tous mes week-ends, je passe à faire ça. Et je le réussis. Mais ça m'étonne pas. je crois que quand je termine ça, je me dis non mais plus jamais je fais c'est atroce, hein, c'est quand même. Je me doute qu'il a fallu une volonté quand même de faire pendant 6 mois. Quoi. Ouais. Surtout que ça faisait 3 ans du coup que je pratiquais bien plus, sûr, quoi. Bien je sûr, pratiquais plus. Après il y a quand même beaucoup de choses qui restent, mais c'était vraiment se replonger dans les bouquins et c'est quand même, ça reste beaucoup de par cœur, même si on a vu beaucoup de cas. Voilà, faut connaître tout sur le bout des doigts, hein, donc c'est. Et je pense que c'est à ce moment-là à peu près qu'on se rend compte pour la première fois. Tu ne te rappelles pas, mais moi je me rappelle. On est tombé à côté au restaurant à une soirée CVE à Lille, je me souviens. Et tu m'as raconté rapidement, mais en quelques phrases, tout ça, parce qu'on était juste voisines de table. Et effectivement, dans ma tête, je me suis dit, donc en fait, la fille a fait une résidence, elle est bordée et en fait, elle travaille chez Audvar. Mais what?
En fait, là, c'est très clair quand tu l'expliques, mais c'est vrai que t'as un parcours qui est pas tout à fait conventionnel. Et ça s'arrête pas là parce que t'es chez Haute-Var quand tu décides d'ajouter un autre diplôme à tous tes diplômes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, donc et ça se passe à cheval sur le moment où je suis en train d'étudier pour mon board, parce que en fait à l'époque juste avant il y a on achète Haute-Var achète le Tildren et donc il crée un poste qui est un poste de chef de gamme Tildren, qui est pris à l'époque par Cécile Gauchard, qui est devenue une très bonne amie à moi. Et en fait, on travaille énormément en binôme, et enfin très 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 bien en binôme. Et moi, je suis veto technique à l'époque, et elle chef de gamme. Et enfin, on bosse sur ce produit à fond, on s'éclate, on va sur des confs, vraiment on redore l'image de ce produit, on commence à redorer l'image de ce produit ensemble. Et en fait, elle décide, comme quoi c'est une tendance chez les vétos. Elle décide que elle veut plus faire de labo. Elle est prof maintenant. Et elle est prof maintenant. Ouais. Donc elle décide de passer la grègue. Elle me dit, avant même de le dire à Haute-Var, bien sûr, parce qu'on était copines, que elle pense à ce changement, ce virement de situation. Et donc moi je me dis, non mais en fait ce poste je l'adore. En fait, moi ce poste il est écrit pour moi. Moi je veux reprendre son poste. Et donc, je me dis, faut que je me dépêche. Enfin, en fait, on va se faire un peu l'annonce synchro. Donc, elle dit qu'elle part, et moi, il faut que j'annonce à mon boss de l'époque que, je veux pas rester sur l'export et je veux partir sur chef de gamme, quoi. Mais en fait, en même temps, je me dis, la raison pour ça aussi, c'est que, on a parlé de, le fait de se lasser un petit peu. Je me lasse un petit peu de on va dire, mes postes, quand j'ai plus autant de choses à me mettre sous la dent, j'arrivais un petit peu à ce stade-là, en fait. Ça, de travailler avec elle en binôme, ça m'avait vachement renourri et donné plus d'envergure à mon poste. Mais là, du coup, je me disais, en fait, si je fais pas autre chose, là, ça commence à être le moment où peut-être je vais réfléchir à autre chose, quoi. Chez Haute-Var ou ailleurs. Et il y avait pas 36 possibilités, en vrai, chez Haute-Var, parce que ça reste maintenant un beaucoup plus gros labo, mais à l'époque, c'était pas non plus un énorme labo. Et donc, mais je me dis, je suis quand même que vétérinaire. On va rigoler un peu là. Ouais. Je me dis, j'ai fait mes études de vétérinaire, certes, j'ai fait mes spécialistes, j'ai un petit peu d'expérience. Un petit bac plus 11. Du coup, il faudrait peut-être faire un petit MBA en plus. Voilà, et je me dis, mais du coup, je le vois pas. Alors, je le vois pas comme quelque chose de certifiant. À l'époque, j'avais une copine qui en avait fait un, mais pas du tout veto. Et en fait, déjà, je voyais à quel point elle était nourrie. Je me dis, non, ça, je connaissais pas. Moi, école de commerce et tout en Angleterre, c'est pas du tout comme en France. Donc, moi, je découvre un peu ce monde-là. Et je me dis, oh là là, moi, j'aime bien comprendre les choses. Moi, ceux qui me connaissent, qui écoutent ce podcast vont certainement rigoler parce que parfois, c'est un peu chiant. Il faut toujours que j'aille au bout des choses, il faut que je comprenne tout. Parfois, il faut que je lâche un peu prise. Mais j'avais l'impression qu'il y a des choses du monde de l'entreprise qui m'échappaient, quoi. Comme j'étais veto, j'avais formation de veto, j'avais pas ce côté, cette vision un peu 360 que j'aime bien avoir, pour comprendre les tenants et les aboutissants du monde de l'entreprise. C'est-à-dire, avoir un peu de notion de, c'est con, mais de supply chain, des notions un peu plus poussées de finance. Le marketing, j'avais déjà fait une formation en plus, mais c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, donc je me disais tiens, je pourrais pousser plus là-dedans. Et en fait, quand je découvre le monde des MBA, je me dis mais waouh, c'est exactement ça qu'il me faut, quoi. Et en plus, c'est une formation en même temps qu'on est en poste. Puis je me dis en fait, changement de poste, justement, je vais avoir besoin de plus de notions de finance et de marketing. Donc pour moi, ça me semblait parfait. Et puis je pense que aussi j'avais ce truc de je vais passer mon board, mais ça va être un peu la retombée. Qu'est-ce qui va se passer après? Bon, encore une fois, Marina était très raisonnable. Elle savait bien me cadrer. Elle m'a dit OK, Sophie, on te paye ton MBA, on te paye une partie de ton MBA, on peut pas tout payer. Mais par contre, tu le commences en septembre, tu le commences pas direct. Parce que moi, j'étais partie pour passer mon board en janvier et commencer mon MBA en février. Elle m'a dit, normal. Elle a été très diplomate, je me rappelle. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Je ne t'impose pas. Mais je préférerais que... Là, je me suis dit, ok, ouais, elle a peut-être raison. Et donc, par contre, je prenais... Et aussi, elle me disait, c'est aussi pour l'entreprise, Sophie, parce que tu vas prendre un nouveau poste.
ce serait bien quand même que tu sois, même si tu connais le poste, tu sois à l'aise dans le poste et puis que tu fasses l'MBA. La sagesse. La sagesse, voilà, la sagesse. Et donc voilà comment se fait en tout cas mon envie de faire ce MBA. J'ai une question qui me vient, ce besoin d'ajouter des diplômes. J'imagine qu'on a dû te poser pas mal la question et t'as l'air d'avoir quand même pas mal fait ton introspection là-dessus. Mais est-ce que il y a des gens qui t'ont pu te faire des réflexions en te disant, tu cherches quoi? Est-ce que c'est une fuite en avant? Est-ce que c'est pour te rassurer? Enfin, est-ce que c'est des choses que t'as eu beaucoup? Oui, beaucoup. Beaucoup, et je les ai balayés assez facilement. Je pense à l'époque, ça m'irritait. Surtout que j'avais l'impression que je les avais plus facilement du fait que j'étais une femme. Qu'un homme qui va faire un MBA ou qui va faire un board. Je pense pas qu'on lui poserait la question de c'est une fuite vers l'avant. Je pense que c'est bien. Tu poursuis ta carrière. Tu nourris ta carrière. Enfin, peu importe. Forcément, moi je suis une femme célibataire, sans enfant, j'ai forcément quelque chose à combler, quoi. Ouais, forcément. Alors, je pense que j'avais probablement quelque chose à combler, ça c'est probablement une vérité, et comme on l'a dit avant, oui, il y a une partie pas fuite vers l'avant, mais une partie tout faire. Toujours dans le faire. D'ailleurs, j'en parle dans Emilia sur mon Instagram. On a ce côté aussi, je pense en tant que veto et probablement ma personnalité aussi, de toujours être dans le faire les choses, quoi. Et faire les choses, ça veut dire apprendre plus, avancer, enfin un peu le côté toujours plus. Ce truc-là, c'est en réflexion perpétuelle chez moi parce que il y a eu une étape où je me disais, les gens qui me disaient ça, c'était des cons, clairement, qu'il y avait un côté genré, ça c'est sûr, mais qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul sur cette vision-là que les gens avaient de moi, et peut-être que j'ai un peu plus d'humilité de me dire, il y a peut-être un fond de vrai quand même, quoi. Il y avait cette soif de l'apprentissage, et il y avait cette soif de l'apprentissage et l'envie d'apprendre des choses et les partager. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très fort chez moi. Mais il y avait un côté de pour que je sois au top du top, faut que je fasse plus, toujours plus, quoi. Et ça, c'est quand même une fuite un peu vers l'avant, quoi. Ok, très clair. Du coup, ce MBA, si on revient sur ce MBA, tu m'as dit la dernière fois, là, quand on a fait toujours cette même interview, que c'était une des meilleures formations de ta vie, à la fois sur les compétences dures que sur le côté humain. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Ouais, c'était génial, mon MBA. C'était incroyable. Ouais, en fait, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe un MBA, donc moi c'était sur 18 mois. On est petit groupe. Encore aujourd'hui, c'est 75% d'hommes et 25% de femmes. C'est plutôt des gens qui ont plus de la quarantaine. J'étais une des plus jeunes, et d'ailleurs j'ai failli pas y être prise parce qu'ils considèrent que j'étais dans la marge un peu trop jeune. L'idée étant que c'est des gens qui sont en poste, qui ont déjà un peu de bouteille, de sagesse, de matière, et qui se posent la question de la suite de leur carrière, possiblement accéder à des comités de direction ou monter des boîtes, ce genre de choses. Petit groupe, donc nous on était 35 je pense sur la promo. Et donc on a des cours on va dire institutionnels sur la finance, le marketing, le supply chain, tout ce que j'ai cité avant, de la compta, tout un tas de choses. Et on a surtout, ce qui est finalement le plus nourrissant, c'est qu'on a des travaux de groupe. Et en fait sur tous les 6 mois, on change de groupe, et donc on a un groupe avec les autres personnes du MBA, et ça fonctionne un peu comme une mini-entreprise en fait. Donc on a tous et tout notre bagage, on l'apporte au groupe, et on a dans chacun des cours, à chaque fois, des présentations, des travaux à faire. Je donne un exemple. On avait un cours de stratégie, et on a fait la stratégie de Elon Musk, par exemple. D'accord. Et ça, c'était juste génial sur un plan humain. Vraiment, ça m'a appris à travailler vraiment avec d'autres personnes qui avaient des compétences différentes, qui avaient des caractères différents ou similaires. Parfois, les deux peuvent être problématiques. Et ça, c'est
c'est quelque chose, je pense, qui manque aujourd'hui, ou qui m'avait manqué, moi, en tout cas, dans le milieu veto, et en tout cas dans ma formation de veto, quoi, de pas apprendre finalement à travailler en équipe, parce qu'en fait, ça s'apprend. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis dit, en fait, ça s'apprend de travailler en équipe. Et quand ça marche bien, bah, c'est explosif, en fait. C'est incroyable, parce qu'une équipe de 4 ou 5 peut produire en très peu de temps, sous pression. Voilà, je pense que tu le sais bien. Donc cette partie-là était vraiment super, hyper porteur. Il y avait un vrai rythme. Évidemment, je travaillais aussi. Donc je sais plus. Je pense que c'était 4 jours par mois. Et puis entre-temps les travaux, on se retrouvait sur Paris ou pas. Et on avait 2 voyages aussi. On est parti à Seattle et on est parti à Séoul. Donc c'est des business trips. Et là on est exposé à des entreprises de là-bas. Voilà, pareil. On est accueillis dans les entreprises. Seattle, évidemment, c'était Amazon. On rencontre des personnes qui nous expliquent un peu comment ça marche. On peut poser des questions. On a un travail de compte rendu à rendre derrière. Enfin, c'est hyper porteur. Et moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, quoi. Déjà, je pense que à la base, je suis quelqu'un d'ouvert, mais ça m'a ouvert sur un monde que je ne connaissais pas, sur des métiers que je ne connaissais pas, sur une façon d'appréhender les gens, le travail de l'équipe, mais aussi une façon de m'appréhender moi. Il y a beaucoup de travail sur les soft skills, ce qu'on appelle soft skills, donc compétences douces. Moi, j'aime pas trop ce terme, compétences douces. D'ailleurs, je trouve que ça devrait être compétences fondamentales parce que voilà, c'est comment manager des équipes, apprendre à se connaître pour mieux manager des équipes. On est suivi par des coachs de groupe, on fait des travaux de groupe, on est suivi par un coach individuel de carrière. Ça c'est génial, quoi. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est vraiment un diplôme. Et en fait, le diplôme, on s'en fout. Enfin, vraiment, le diplôme, on a nos points. C'est vraiment, c'est la formation qui est top. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il limite aux gens de moins de 40 ans généralement. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'en fait, avec le Covid, ils se sont galérés. En fait, les subventions ont changé et le Covid a évidemment freiné les entreprises à laisser leurs personnes partir faire des formations. Ils se sont retrouvés du coup à accepter des gens plus jeunes. Et en fait, ils se sont retrouvés avec des gens qui sont encore très formatés académiques et qui ont l'impression qu'il faut juste qu'ils étudient et qu'ils valident leurs points. Et en fait, un MBA, c'est pas ça. Un MBA, c'est tout ce que je viens d'évoquer, en fait, les points. En tout cas, en tant que veto, on sait tous étudier et valider des tests. Ce qui est incroyable, c'est le temps qu'on passe avec les gens et tout ce que j'ai évoqué auparavant. Ok. Et c'est cette expérience-là qui te donne envie de monter ta boîte après et qui développe ta fibre entrepreneuriale, puisque tu quittes Haute-Var en 2020 et c'est à ce moment-là que tu crées Simaïvet. Exactement. Encore une fois, je remercierai jamais Haute-Var pour toutes ces opportunités parce que vraiment c'est grâce à eux que j'ai pu faire ça. En fait, oui, assez rapidement, on avait un travail, une espèce de TFE en MBA à faire, et j'ai toujours été très fan du digital, je m'étais quand même réconciliée avec le monde veto pendant mon temps chez Haute-Var et j'avais ce truc en moi, cette flamme en moi qui me disait non mais ce que t'as vécu c'est pas normal, ce que certains vétos vivent c'est pas normal. Si toi tu te mobilises pas, personne le fera. Il faut faire bouger les choses, quoi. Et c'est certain qu'on peut faire bouger les choses. Et donc les deux se chevauchaient. En fait, j'avais ce truc de donc un peu bien-être au travail, mais il y avait aussi ce côté digital, des télémédecines à laquelle je m'intéressais, en me disant ce côté temps-argent qui est tellement difficile et en même temps précieux. Je suis sûre qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et donc c'est comme ça que l'idée de développer une plateforme de télémédecine, mais vraiment du côté veto. Moi, je m'intéressais, je voulais pas faire du B2C, ce qu'on appelle du B2C, donc pour le propriétaire, je voulais vraiment un outil qui serve au veto. Voilà, je voyais des choses, il y avait un acteur principal sur le marché à l'époque, je trouvais ça très compliqué, c'était clairement un truc qui était... on avait donné une recette à des développeurs, mais on s'était pas trop rapproché du terrain. Je me dis, c'est quand même dommage, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus simple.
Et en fait, du coup, en me disant tout ça, je me dis mais en fait, je vais peut-être pas juste le faire en TFE. En fait, je vais peut-être vraiment le faire. Et j'ai une top tutrice et je me suis éclatée très rapidement. J'en ai parlé à Audvar du coup parce qu'il allait devoir me remplacer. Ils ont été super. Ils ont accepté de me mettre en rupture pour que je puisse développer ce projet en étant au chômage. Et donc voilà, c'est comme ça que les ébauches en tout cas de See My Vet sont nées. Et puis après je commence vraiment à mettre la main dans le cambouis sur la fin de mon MBA. Je présente un TFE quand même assez abouti avec déjà des essais. J'ai déjà fait un MVP, j'avais déjà fait des tests clients, etc. Et puis là, c'était un peu le nerf de la guerre, c'était de me dire faut que je me trouve un développeur, quoi. Et donc finalement, comment ça se passe ces 2 années? Parce qu'au début, c'est de la télémédecine. Et puis après, vous pivotez. Est-ce que tu peux raconter un petit peu? Ouais, donc on sort. Je quitte Audvar en février. Vous savez tous ce qui se passe en mars, hein. Voilà. Ah bon? Donc quoi, déjà voilà. Donc je quitte Audvar en février pour démarrer See My Vet et le Covid arrive. Et entre-temps, j'avais eu la chance quand même de potentiellement trouver mon développeur. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Il y avait une appli à l'époque qui faisait une espèce d'appli de rencontre, mais pour porteurs de projets, développeurs. Exactement, c'était exactement ça. En fait, tu mettais qui t'étais toi et ce que tu cherchais, voilà. Mais par contre non, ils faisaient des rencontres réelles. Ah, c'est mieux que swiper. C'est mieux que swiper. Alors, je me suis retrouvée quand même dans un café miteux dans une espèce de troquet miteux de Paris pour ce truc. Et ils avaient mis les gens dans le fond. Alors bon, encore une fois, hein, évidemment, seule nana, j'arrive. Bon, pas beaucoup de nanas porteuses de projets, plus développeurs, c'est souvent des hommes. Donc moi, je me retrouve avec arriver dans ce truc. Et puis bon, développeur, faut le savoir, c'est quand même une race particulière. Hein. C'est pas forcément les gens les plus sociables, les gens les plus faciles avec lesquels dialoguer. Je ne dirai rien. Donc on est en plein lancement de See My Vet Job. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Nos auditeurs comprendront. Et donc j'arrive et donc soirée se passe et puis finalement Romain arrive. Je vois passer le pas de la porte et puis il voit tout le monde assis et moi j'étais rentrée en me disant oh, mais tout le monde est assis, mais comment tu fais pour passer de personne en personne quand les gens sont assis, quoi? C'est hyper compliqué de t'asseoir, tu dis, bon, salut, je me cache, je vais parler à quelqu'un d'autre. Et je vois que lui, il arrive et il a la même problématique que moi, quoi. Il arrive en mode, mais c'est trop bizarre, leur truc. Donc, je lui fais signe. Et c'est comme ça qu'on commence à discuter et on se lie d'amitié rapidement. Lui, il était sur un autre projet, donc il pouvait pas se lancer avec moi, mais il adorait l'idée. Et en fait, il me dit, écoute, moi j'ai 2 semaines à tuer. Là, si tu veux, je te fais un MVP. Donc pour tu peux expliquer ce que c'est. Voilà, j'allais dire. En fait, un MVP, c'est un Mean Viable Product. Donc c'est un produit le plus basique de basique. Pour pouvoir le tester auprès des utilisateurs potentiels, quoi. Donc dans mon cas, c'était un bout d'appli pour que je puisse le mettre dans les mains de vétérinaires ou de propriétaires et qui me disent ça a l'air pas mal, ça c'est bien, ça c'est pas bien, pour pouvoir ensuite engager une vraie dynamique de production de produits, quoi. C'est clair? Très clair. Et donc, heureusement, je l'avais rencontré parce qu'après, bon, il me dit, si tu veux, je bosse un peu avec toi pendant 2 semaines, c'est cool. Donc, le mec, il me fait mon petit truc gratuit, vraiment sympa. Et Covid arrive, mais du coup, ça me permet de me dire, je me concentre à fond là-dessus et puis aller à Jacques Taest, on verra bien ce qui arrive. Et je reste en contact avec Romain. Et là, du coup, j'étais contente du Covid parce que ça a fait péricliter son projet parce que lui, il devait être head tech dans une boîte de food. Donc autant dire que tout ce qui était restauration pendant le Covid, c'était pas tout ça. Donc eux, ils ont pas leur financement, ils ont pas pu Romain. Romain m'a dit si tu veux, je suis dispo, on s'associe et puis il y a là. Et au début on fait ce qu'on peut. Lui il commençait du coup à travailler un peu le truc. Moi je fais mes MVP, mes tests avec mes potentiels utilisateurs, je commence à travailler sur le marketing, etc. Et c'est à ce moment-là que je commence à faire des podcasts parce que au début, je n'avais pas, avant même que Romain se joigne à l'équipe, je disais je fais mes tests, mais comment je peux faire aussi, parce que ce côté bien-être, etc. Je me dis comment je fais pour un peu partager sur ce qui se passe sur la profession et à ce moment-là, au début, je commence pas
tout de suite sur le partage de la profession. Je commence sur le partage de tout ce qui est digital, parce qu'il y avait beaucoup de choses digitales à l'époque qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Et moi, j'adorais les podcasts. Je me dis, mais en fait, allez, vas-y, je commence des podcasts. Je savais absolument pas comment faire un podcast. Je me suis dit, bon, ça doit pas être si compliqué. et voilà, et je me prends au jeu du podcast et je fais ça. Voilà. Donc ça, c'est le podcast KPI. Ça, c'est le podcast KPI. Voilà, le tout premier podcast. Veto Micro, c'est ton 3e. Exactement. Et donc, voilà, ça, je me fais la main là-dessus. On commence à avancer avec See My Vet. Puis Séverine, avec qui j'ai travaillé chez Audvar, qui ensuite était partie chez Axience, qui était, je la débauche clairement à chaque fois. Voilà. Elle commençait à travailler un petit peu avec nous au début. Elle était super intéressée par le projet et grâce à son chéri d'ailleurs, qui me dit tu sais Séverine, je pense que elle aimerait quand même bien que tu parles plus concrètement de l'embarquer avec toi. Et puis voilà, donc c'était 2 personnes, pas du tout veto, c'est vraiment une expertise marketing pure et évidemment mon dev. Et on se retrouve à 3 à commencer sur See My Vet. Et puis on se retrouve, on pitch pour rentrer à l'incubateur de Station F. Et voilà, et on se retrouve là-bas, et on doit faire quand même avec les aléas du Covid, évidemment, qui nous font quand même un sacré bâton dans les roues, sans parler évidemment de la situation ordinale qui complexifie un petit peu la situation de la télémédecine. Bien sûr. Et en fait, tout ça, du coup, comme ça complexifie cette partie, tu vois, j'ai pas perdu ta question. J'ai aucun doute que t'as pas perdu ma question. Comme ça complexifie toute cette partie télémédecine, en fait, on n'a pas complètement itéré, on a gardé cette partie-là sur laquelle on a vraiment continué à travailler, mais avec les enjeux que je viens de décrire, donc voilà, lenteur, Covid qui fait que les vétérinaires sont déjà, soyons clairs, pas dispo sur le côté techno. La télémédecine, ils savent pas trop, il y en a qui sont motivés, il y en a pas. Ça reste compliqué, encore plus compliqué de mettre en place quelque chose dans une situation de Covid où on a moins de staff, plus de gens et même à la suite plus d'animaux. Donc le contexte il est pas foufou, mais bon, on démarre pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je bifurque aussi sur l'équine, parce qu'au début, je m'intéresse aux petits animaux et à l'équine. Et en fait, je me rends compte, finalement, en passant du temps avec les deux, qu'il y a un besoin, et clairement, il y a un besoin plus avéré chez l'équine, et il y a une ouverture des vétérinaires équins, beaucoup plus grosse ouverture. Évidemment, ils sont sur la route Bien sûr. Ils sont sur la route beaucoup, et en plus de ça, sur la route. et en plus de ça, ils font beaucoup de conseils. Donc évidemment, ce côté gratuit au téléphone le dimanche lors des concours. Voilà, exactement. Donc ça, clairement, ça leur parle plus. Donc voilà, on itère là-dessus, on continue. Voilà, ça c'est un peu la barque, on va dire, une des barques, et l'autre barque, nous on commence à travailler vraiment sur le côté marketing de See My Vet. Et en fait, on a pris, et ça c'est grâce à mon MBA, une chose sur laquelle j'insiste beaucoup sur le monde de l'entreprise, c'est le côté mission, vision, valeur, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, et d'ailleurs sur lequel j'ai adoré travailler pendant que j'étais en MBA, parce que c'est hyper intéressant d'aller voir les entreprises, quelles sont leurs missions, et de voir un peu les alignements ou pas. Et du coup, on s'est posé en disant, il faut qu'on se pose sur See My Vet. C'est quoi See My Vet? C'est quoi l'essence de See My Vet? Et du coup, l'essence de See My Vet, la mission est devenue améliorer le quotidien des vétérinaires, quoi. Et du coup, l'amélioration du quotidien des vétérinaires, c'est pas que une appli, quoi. L'appli, évidemment, c'est côté temps, argent, mais c'est plein d'autres choses. Et du coup, cette graine là qui germait sur mon côté un peu bâton de pèlerin, de dire non mais j'étais traité comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Celui-là tout d'un coup il a repointé son nez, et on a commencé à dire mais quelle voix on peut porter là-dessus, quoi. Et c'est là qu'est né, on a commencé à faire des partenariats. On a fait un partenariat avec Chakari, on a mis en place du coaching gratuit pour les vétos pendant le Covid. On a mis en place un coaching pour la maternité, qui a été sur lequel j'étais bien bazardée sur les réseaux. On a mis tout en place un tas de choses, et puis c'est comme ça qu'est née aussi Emilia, la vétote à l'aise dans ses bottes, qui est en pause aujourd'hui, mais que j'ai bien l'intention de reprendre. Qui était juste génial. Quand j'ai commencé à rédiger, je me suis replongée dans
dans mes expériences veto, et je me suis dit mais j'ai tellement de choses à raconter, tous ces trucs que j'ai vécus qui maintenant, avec la casquette que j'ai aujourd'hui, le recul que j'ai pris, les conseils que je donnerais à cette petite vétote qui était moi en fait, qui est toujours moi en fait, et de ressentir que ça bouge derrière et que les gens sont contents, enfin surtout les jeunes vétos, d'avoir ces posts et de se dire ah là je suis pas tout seul, ah oui c'est comme ça que ça se passe, et de rester sur le côté vraiment doux des choses, quoi, ce qu'on voulait, et ça c'était du coup dans les valeurs, je passe dans la mission, les valeurs, voilà, on voulait quelque chose de bienveillant, on voulait quelque chose de mais quand même léger, qui on était en fait, donc on voulait s'éloigner de ces de ce marasme négatif des réseaux sociaux, avec clairement des murs à plainte où finalement les gens s'enfoncent les uns les autres, sans même le vouloir. On s'est dit allez, non, c'est pas ça qui va faire bouger, c'est pas ça qui va faire bouger la profession, quoi. Il faut mettre du positif dans tout ça, il faut sortir de ce mode victime, il faut chercher des solutions surtout, quoi. Et donc ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur en parallèle, et c'est venu alimenter. C'était génial parce que c'était vraiment, du coup, tout prenait forme parce que c'était vraiment notre mindset en tant qu'entreprise, quoi. Et à 3, on s'est vraiment, on était dans cet engouement incroyable finalement pour mettre en place tout ça. Et les gens le ressentaient, quoi. On a fait des trucs, ceux de la VEF qui s'en souviendront, mais on avait fait. C'était à 2 ans, à 3 ans même, pendant le Covid. Ils avaient fait un AVEV en ligne, et ils nous avaient demandé si on voulait sponsoriser, et c'était un gros billet parce que nous on rentrait pas d'argent. Moi je faisais du conseil sur le côté pour alimenter l'entreprise, et donc c'était je pense 500 € un billet pour mettre une pub. Et j'avais dit à Séverine, non mais en fait là on peut pas faire un truc institutionnel, quoi, parce qu'en fait ça va passer dans tout le reste. Et je sais même plus comment j'ai eu l'idée, mais je dis ce serait cool, un truc Walt Disney, un truc comme ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs vous pouvez le trouver, ceux qui veulent pas aller le voir, on mettra le lien. On mettra le lien dans les commentaires. Et donc on est parti sur Aladdin et sa lampe magique, et on a mis la musique Aladdin, et on a changé les sous-titres avec du texte sur la télémédecine, comment on allait exaucer vos vœux. J'ai pas vu passer ça. Oui, on a ri, et on a donc du coup apparemment Jean-Marie Denoy qui dansait en arrière-loge, tout le monde s'est marré, et ça, du coup on était super contents mais c'était ça, c'était nous, quoi. C'était nous, on s'est dit non mais en fait on sort des carcans, et on a vraiment envie de mettre en place ce truc, et tant pis si on se ramasse, que ce soit sur le côté télémédecine, que sur le côté accompagnement des vétos, sur ce sur quoi on croit, on le fait jusqu'au bout, et on verra bien où ça nous mène, quoi. Donc une très chouette expérience. Une expérience incroyable, juste à la fin qui a été un peu triste, quoi, parce que du coup on commence à se rendre compte que télémédecine c'était, en fait on avait le choix. En fait on s'est dit bon là c'est vraiment très lent. C'est très lent, c'est très compliqué. On passe énormément de temps. Moi, je passais un temps de dingue avec nos cliniques, les vétos, etc. Mais je prenais plaisir, mais c'était juste à un moment donné, il faut gagner sa vie, quoi. Voilà, nous, il me restait 6 mois de chômage, on rentrait rien. On se disait bon là, comment on fait, quoi. Et donc on s'est dit bon là, on tente le tout pour le tout. Donc on a fait tout un truc d'accompagnement. De télémédecine, on faisait des mailings par semaine avec des petites tâches, on fait un truc de dingue qui marchait. On s'est dit en fait si ça marche, on se dit bon peut-être qu'il y a une possibilité de mais en vrai quand on calcule, on peut pas parler finances, mais quand on commence à compter le temps passé et la rentabilité, quand on passe du temps comme ça, c'est pas gérable. Bref, mais en même temps, parfois l'univers fait bien les choses. Depuis janvier, mon associé Romain avait des difficultés familiales, au point ça allait plus, quoi. Ça allait plus. Il essayait de mettre de l'énergie dans le développement, mais il n'arrivait pas. Et nous, on était très peinés parce que, et c'est là où, c'est les expériences d'entreprise qui sont compliquées quand on lance une boîte, c'est que on est associés, mais on est amis. Et c'est le seul truc que je regrette aujourd'hui, c'est on n'a pas fait, c'est surtout moi, je n'ai pas fait la part des choses. J'aurais dû dire stop plus tôt. Mais j'ai voulu lui donner sa chance parce que je me suis dit c'est un mauvais cap, ça va passer, et en fait c'est pas passé, et au bout de 6 mois c'est à ce moment-là que je lui ai dit stop, et il y a eu beaucoup de colère, c'était de notre faute, il y a eu toutes les blessures qui sont sorties, ça a été très douloureux, vraiment, ça a été très douloureux, donc voilà, et du coup on s'est arrêté de manière assez abrupte. Nous on avait encore des clients.
on avait des clients et donc j'avais aussi ce côté, mais je veux pas tout lâcher, quoi. Enfin, là, on avait plus de plateforme, rien. Et là, j'ai eu la chance, je travaillais, j'avais rencontré Jean-François Audrin de Livevet et on avait vraiment sympathisé. Et en fait, de toutes les plateformes, c'était celle qui ressemblait plus ou moins à la nôtre. Et donc, je l'ai appelé en catastrophe. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux reprendre mes clients? Et il me dit, bah écoute, Sophie, c'est que de la canine, quoi. On fait pas des kines. Je fais oui, je sais, c'est pour ça que j'ai fait des kines, parce que personne fait des kines. Et je raccroche dépité. Et il me rappelle une demi-heure plus tard, il fait, écoute, Sophie, je vais t'aider. On va mettre en pause 2-3 choses et on va développer les kines pour toi, quoi. Et le mec, je dis, oh il aurait été en face de moi, je l'aurais embrassé, quoi. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est né finalement mon partenariat avec Livevet, parce que voilà, je continue à les aider. Et donc lui, il m'a sauvé. Donc là, j'ai mis nos peu de clients, surtout nos bêta-testeurs en vrai, sur la plateforme pour qu'ils aient quelque chose. Et puis ça c'était juillet, et avec Séverine, on s'est dit, encore une fois, on était vraiment fatigués. De par le côté entrepreneurial, mais de par aussi la dernière partie avec Romain qui avait été vraiment dure. On s'est dit, on fait pause. On avait prévu des vacances dans les Alpes toutes les deux fin août, et on s'était dit, à ce moment-là, on se replonge dedans. Mais là, on se fait un mois off. Autant dire que j'ai bien dormi encore une fois, je me suis bien reposée. Et en même temps, c'est comme ça que je rencontre Covesia. C'est qui est ta question d'après, j'imagine. Exactement. Parfait. Voilà. La transition est parfaite. Comment tu arrives chez Covesia? Donc, je vais à Numanima. Parce que j'ai vu Annick Valentin Smith au téléphone, à qui que je m'en remets le bonjour si elle écoute, que j'apprécie énormément aussi. Et qui m'appelle aussi, qui me disent si tu veux venir, si Livevet, je fais si Livevet, c'est plus trop ça. Elle fait mais viens quand même. Et donc je vais à Numanima, et là je suis assise en train de regarder un truc, une présentation, et je reçois un message d'un ami, Grégoire Corté, qui est un des vétérinaires d'une des cliniques fondatrices de Covesia, qui m'envoie un message en disant j'ai vu sur LinkedIn que t'as arrêté. Est-ce que tu connais Covesia? Faut qu'on parle. Bon, moi, je peux te dire que je n'avais jamais entendu parler de Covesia. Mais je profite, d'où la précision que j'étais chez Numanima, j'en profite d'être là pour parler un peu à gauche à droite, pour savoir qui connaît Covesia. Et finalement, en creusant, j'ai plusieurs personnes qui me disent Covesia, c'est un nouveau groupe fondé par 2 cliniques vétérinaires, une 3e s'est joint à l'équipe, ils sont sympas, c'est balbutiant, ils sont en train de se développer, etc. Ils ont des belles valeurs, patati patata. Bon, ok, why not, quoi. J'avais toujours, moi j'ai connu les groupes bien avant qu'ils arrivent en France. Moi j'ai connu les groupes en Angleterre quand ils sont arrivés, et ils ont pris pleine ampleur quand j'étais chez Audouard. Donc j'avais un avis, on va dire, mitigé. J'avais vu des belles choses, comme j'avais vu des choses un peu moins sympas, évidemment. En tout cas, t'avais pas un avis ultra défavorable. Non. Mais un petit, ça reste un groupe à voir, voilà. Pardon. Et donc, Grégoire m'appelle, je pense le lendemain. Et puis il me dit faut que tu rencontres Jean-Mathieu, qui est toujours le DG, et donc on fait un call, on s'entend bien, je vais là-bas, donc ça c'était juillet, hein. Et du coup ils me disent on peut te proposer, qu'est-ce que tu le vois comme poste? Je fais marketing et com, c'est un peu mon domaine, et donc voilà. Et là j'ai quand même encore une fois parfois j'arrive à là quand même, je dis non mais là je peux pas commencer tout de suite, quoi. Là il me faut un mois de rab. Même s'ils étaient déjà à la bourre sur les congrès de fin d'année, j'ai dit non mais là je prends un mois et puis je viens travailler chez vous, quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça, et donc finalement mais à ce moment-là du coup je m'étais dit qu'est-ce que je fais de mes podcasts, et qu'est-ce que je fais de Emilia, parce que oui, parce qu'il y avait Parole de Veto à ce moment-là, qui était publiée régulièrement sur la partie Emilia des réseaux sociaux. C'est ça. Exactement. Et donc,
je le sentais pas de le laisser. Donc ça, on en avait parlé avec Covesia et j'ai dit ça je continuerai quoi qu'il en soit, je continue. Et mais évidemment, c'était difficile pour moi de faire avec la même énergie. En tout cas, mes posts qui étaient quand même réguliers. Je sais plus si je faisais 2 fois par semaine ou une fois, mais en tout cas, c'est quand même assez soutenu. Donc évidemment, ça s'est un peu espacé, mais je voulais continuer à avoir cette on va dire cette partie qui m'épanouissait. Ceci étant dit, la raison aussi pour laquelle j'ai pris le poste chez Covesia, qui m'a convaincue, c'était aussi que j'avais le ressenti que ce que j'avais commencé à mettre en place avec Sima Yvette et Emilia, que cette expertise-là, je pourrais la mettre en place dans un groupe. Et à plus grande échelle, du coup. Et à plus grande échelle, voilà, exactement. Que là, j'étais sur des individus et que je pourrais continuer cette partie d'individus, mais que là, à l'époque, je pense qu'on était une trentaine de cliniques, que je savais que rapidement, on serait 50, 60, 70, je savais pas combien de cliniques. Donc, je me dis, génial, en fait. Là, je peux vraiment faire une différence. Peut-être que c'est prétentieux, hein, maintenant en tout cas, c'était mon mindset de l'époque de me dire, voilà, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, je pourrais le faire à plus grande échelle chez Covesia, quoi. D'accord. Et c'est là où je suis arrivée en te disant, mais attends, Sophie, moi j'ai besoin de quelqu'un pour faire un podcast. Du coup, parfait. Je voulais qu'on parle un petit peu de cette partie-là. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette première saison de Veto Micro? Et puis pourquoi t'as accepté de rempiler sur une deuxième? Ouais, il y a tellement de choses qui me viennent en même temps. Je me rappelle de notre conversation. On est très synchro, hein, toutes les deux sur notre. J'ai l'impression qu'on pense à un truc et l'autre a pensé ou vice versa. Et je me rappelle que je t'avais envoyé un message en mode. Je pense que tu m'avais quand même laissé sous-entendre que le podcast, ça pouvait être quelque chose d'important. Et je pense que ça avait un peu germé chez moi. Et puis, je me dis, mais comment je vais faire si je dois faire plus de podcasts, etc. Et puis, je t'avais droppé un petit message en me disant, ouais, je sais pas, j'envisage potentiellement un 4/5e. Et tu m'avais dit, c'est super parce que oui, c'est vrai. Moi, justement, moi, je veux quelqu'un pour faire un podcast. C'est une petite note vocale parce qu'avec toi, je me suis mise en note vocale. effectivement. Et donc c'était génial parce que en fait ça m'a permis de professionnaliser le podcast déjà parce que je faisais au mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais. Oui, là, on a une équipe, hein, on a quelqu'un qui monte, on a une régie podcast dans l'entreprise, donc c'est sûr que on a mis le paquet d'un point de vue professionnalisation dès le début, et peut-être c'est ça qui a fait la différence, pas que, hein, je pense, mais c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une forme de confort, je pense. Ouais, une forme de confort et puis de rigueur aussi, tu vois. Quand on faisait parole de veto, pour rappel, c'était des petits entretiens de 10-15 minutes pour les vétos qui, au départ, c'était n'importe quel veto, et puis finalement, c'était des vétos, on faisait ça en partenariat ensemble, et c'était des vétos qui recrutaient. Mais voilà, c'était un peu sur le tas, le son n'était pas toujours terrible, mais bon, on s'en foutait un peu. Là, il y avait un vrai cahier des charges, quoi, où on se disait voilà le cahier des charges au niveau qualitatif du podcast et aussi au niveau de ce qu'on voulait mettre dedans et comment on voyait les choses d'un point de vue beaucoup plus pro, quoi. Et ça c'était chouette. Je sais pas si je l'aurais fait, tu vois, toute seule, quoi, ou en tout cas là c'était un passe-temps en fait pour moi finalement. Et là on vient sur un ça m'emmène sur un truc de, j'allais dire, là c'est toujours un passe-temps parce que ça me fait plaisir. Et ça c'est une injonction de fou parce que quand du travail ne peut pas être du plaisir, quoi. Ça c'est vraiment un truc qui m'énerve en me disant, je me dis mais c'est n'importe quoi ce que t'es en train de dire. Donc ça reste un vrai plaisir pour moi aujourd'hui, mais c'est une approche beaucoup plus professionnelle que j'aurais fait si je l'avais gardé juste entre guillemets en passe-temps comme je le faisais. Donc ça c'est déjà énorme. J'en retire un travail en binôme avec toi qui était juste top, qui est toujours juste top parce qu'on rempile. Bah oui, on rempile. Voilà. Ça c'est plaisir chouette. partagé. Des gens qu'on a toutes les deux interviewés, mais des histoires incroyables. Moi je reste moi ce que j'adore du podcast, que ce soit en l'écoutant ou en les faisant, c'est rentrer, ça va faire un peu voyeur ce que je vais dire, mais c'est rentrer dans l'univers de la personne.
alors ici on est en face à face, hein. Marine, tu sais que moi je préfère me cacher derrière mon casque quand je fais mes podcasts. C'était ma question d'après. Alors, c'est face à face, les yeux dans les yeux, mais tu pourras répondre c'est après. Ça. Donc moi j'apprécie chez le podcast, c'est pouvoir être pleinement présent. Et donner cette présence me la donner à moi déjà, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup dans nos quotidiens, et de la donner à la personne que j'interviewe, que j'écoute, et ça je pense que c'est ce que les gens apprécient le plus en fait, et c'est vraiment on rentre dans l'univers et c'est un moment d'intimité hyper fort. Où les gens me font confiance, où nous font confiance, et ça n'a pas de prix en fait, ça. Et tout ça avec des sujets incroyables qui finalement, dont on sort grandi. Alors pas toujours positif, enfin pas toujours enjoué, parce que oui, il y en a qui sont difficiles. Oui. Mais voilà, de pouvoir partager ça et que ces gens nous permettent de partager ça au plus grand de la profession, de voir à quel point ça explose aujourd'hui, de se dire que, ok, ça c'est vraiment un truc qui fait du bien à la profession. Moi, j'en ai la gorge nouée, quoi. Pour moi, c'est incroyable, et c'est pour ça que je rempile au-delà, voilà, comme j'ai dit, binôme, enfin toutes ces choses-là. Je crois tellement en ce projet et en ces partages que je pourrais pas hésiter de ne pas réimpliquer sur une deuxième session. Bon, tant mieux, mais je te rejoins là-dessus. En fait, peut-être nos auditeurs se rendent pas compte, mais en fait, 7h30 dans l'intimité des gens, c'est un truc de fou, en fait. C'est vraiment génial. Ouais. Bon, alors, petite question d'après, alors, quand c'est en présentiel, les yeux dans les yeux? Alors, je sais pas. Tu vois, je me suis posé la question plusieurs fois. Je me suis dit, est-ce qu'il faudrait que je le fasse quand même? Je me suis même dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je change de format, que j'aille parfois de temps en temps dans les cliniques le faire, tu vois. J'ai réfléchi à plein de choses, et moi, je suis très auditive. Donc, là, c'est pas mal, hein, parce qu'on a le casque, on est un peu, tu vois, quand même, je suis un peu dans la bulle. Tu remarqueras que j'ai quand même du mal à te regarder tout le temps dans les yeux. Ouais, t'as du mal, effectivement, ouais. Mais la plupart des gens, c'est comme ça. C'est vrai? Ouais. Bon, ça me rassure. Alors là, on se connaît aussi, donc enfin, voilà, c'est différent. Est-ce que si contrairement aux apparences, je suis quand même quelqu'un d'assez timide, quoi. Je sais, les gens qui écoutent, qui me connaissent vont dire pff. Donc tu vois, j'aime. C'est une vraie, c'est un peu une c'est plus impressionnant d'être en face des gens, bien sûr. Ouais, c'est plus impressionnant. Et ouais, comme je suis auditive, il y a ce côté présence, et je suis même en visio, hein, moi je préfère. Je trouve qu'on est vite happé par d'autres énergies quand on a quelques personnes en face de soi. Alors bien sûr, on perçoit beaucoup de choses par le son aussi, hein, mais ouais, ça m'enlève un peu quelque chose. Alors, comme je dis, dans ce cas-ci, peut-être moins parce qu'on se connaît et que du coup, voilà, on est pleinement en confiance. Mais ouais, je pense que je vais pas changer tout de suite. Pas de problème. Bon, il me reste mes petites questions de la fin, parce que je vais leur tourner. T'as une vie professionnelle riche et mouvementée avec des périodes de surmenage. Qu'est-ce que t'as mis en place comme garde-fou? Je veux dire, est-ce que tu utilises ton temps libre pour te ressourcer, et qu'est-ce qui t'équilibre en fait? Alors, c'est un peu une drôle de question, hein, vu que je suis en burn-out, donc je suis pas sûre que... T'es en pleine réflexion sur le sujet. Oui, et que bon, clairement, apparemment, mes garde-fous ne sont pas aussi bons gardes Bien que sûr. ça. Mais clairement, j'ai mis en place des choses, hein, malgré ça, et aujourd'hui, je suis bien sûr en pleine réflexion, et je me soigne, et je vais pas rentrer dans les détails. Les garde-fous, se ressourcer, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui est très vite surchargé, surmené par les interactions, les bruits, les stimuli. Donc, c'est pouvoir me retirer de ça. Donc, c'est me balader dans la nature, hein, me retrouver, prendre des temps. Pour moi, je me suis vachement améliorée dans le dire non sur, on va dire, peut-être les 2 dernières années. Pas se sentir obligé de tout le temps aller boire un verre, aller manger avec des copains, oser annuler si vraiment on se sent pas en forme.
Alors là, je jouerais un peu l'avocat du diable en disant si on doit commencer à annuler régulièrement, c'est qu'il y a peut-être déjà un souci. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose que je m'octroie. J'ai pris un petit chien, malgré tout, qui est là avec nous aujourd'hui. Qui en a marre, qui s'ennuie là. qui est assis depuis 9h ce matin dans le train. Mais ça a pas de prix non plus. Enfin, ça me permet aussi de changer des idées. Enfin, c'est les animaux, on doit s'en occuper, on n'a pas le soin. Quand ils veulent sortir, il faut sortir. Ils veulent aller promener, on les promène. Et ça force vraiment. Il y a une différence entre devoir sortir sur l'heure du déj parce qu'on se force et le chien est là, donc on se pose même pas la question. Donc ça, c'est sûr. Tout ce côté, en tout cas, faire un peu de sport. Bon, je fais du trail aussi. Alors, pareil, je m'y suis remise récemment parce qu'évidemment, j'ai fait un peu une pause. Mais ça me permet aussi, bien sûr, de me fatiguer un peu physiquement et de prendre des bols d'air frais. Là où je suis peut-être pas assez forte aujourd'hui, sur lequel je travaille, c'est peut-être ne pas donner mon empathie toujours aux bonnes personnes. Je donne mon empathie à tout le monde. Sans tri. Voilà, sans tri, exactement. Et en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est épuisant évidemment de faire ça et qu'on peut pas, qu'on ne doit pas. De toute façon, c'est prétentieux de se dire qu'on doit sauver les gens. Mais je pense que on souffre un peu de ça tous en tant que vétérinaire, le syndrome du sauveur, côté sacerdoce. On veut sauver tous les animaux, tout le monde. En fait. On peut pas déjà, il y a des gens qui n'ont pas envie et en fait faut que j'apprenne que tout le monde n'a pas le même état d'esprit que moi sur ce que j'ai envie de mettre en place dans la profession et c'est pas grave. En fait, il y en a qui ont envie de faire ça avec moi et c'est OK si tout le monde. Et donc ça c'est on va dire un gros apprentissage plus récent. Mais voilà, ce côté garde-fou là, il est pas encore au point pour moi et ça c'est quelque chose sur lequel faut que je travaille. Ensuite, une question que tu connais. Alors d'habitude ma question c'est qu'est-ce que tu dirais aux consoeurs et aux confrères qui? Mais évidemment, je vais pas résister à l'envie de te la poser sous forme version Sophie. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Sophie fraîchement diplômée qui avait des ambitions plein la tête? Alors j'y ai délibérément pas réfléchi parce que je trouve que c'est une question qui vient bien de manière spontanée. Je pense que je voudrais lui dire sois un peu plus indulgente envers toi-même ou un peu plus douce avec toi-même. Sois patiente. Tout vient à point qu'il sait attendre. C'est pas toujours mon fort. Fonce un peu moins tête baissée. Regarde un peu plus autour de toi. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Peut-être un bon rétablissement parce que je suis encore en phase, ça va beaucoup mieux depuis un mois. Oui, je suis contente de voir ton sourire, c'est pour ça qu'on a programmé aujourd'hui et effectivement, on sent que tu as une meilleure voix qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Ouais, je pense qu'il y a un mois, je me sentais peut-être pas encore capable de faire ce podcast, donc en un mois là, j'ai vraiment repris du poil de la bête physiquement et mentalement, donc juste envoyez-moi toutes et toutes vos bonnes ondes pour que le sourire et l'énergie, je pense que les avoir retrouvés, je redeviens la Sophie que tout le monde connaît, donc ça fait du bien aussi au moral. Et puis voilà, c'est tout. Et enfin, la santé, c'est la vie, quoi. Donc un bon rétablissement, vous pouvez me souhaiter. Et puis aussi, moi, j'ai envie de dire, surtout prenez soin de vous parce que un burn-out, c'est plus vite arrivé qu'on ne le pense, quoi. Oui, c'est un bon conseil, je pense. Comment les gens peuvent te contacter? Par mail, je pense que c'est le plus simple. Par mail, sophie.wilford@gmail.com. Ou sur le mail du podcast@themavet.fr. Ouais, voilà, c'est ça. Si c'est des trucs après, oui. Aussi sur si MyVet, je réponds aussi. Je suis encore, même si je poste plus aujourd'hui, je mets des stories de temps en temps, mais je réponds donc aussi. Donc sur Instagram, là. Sur Instagram, ouais. Sur Instagram, je suis quand même moins sur Facebook aujourd'hui, mais ouais, sur Instagram aussi, possible de mettre un petit message par là, sans problème, quoi. Ok. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Je sais pas. Combien de temps on a parlé? Je sais pas. Attends, je vais regarder.
On est à 1h50. Ah ouais, pas mal. Pas Bon, mal. bah, si les gens sont arrivés... Ouais, c'est le dernier épisode de la saison 1, on a le droit. Alors, si les gens sont arrivés jusqu'à là, franchement, bravo, parce que je sais que je donne beaucoup de détails, c'est plus fort que moi. Donc, Il y a plein d'anecdotes. J'espère ne pas les avoir trop ennuyés. Mais non, je pense qu'on a couvert tellement de choses. Et bah peut-être qu'on couvrira l'histoire du burn-out et de la dépression dans la profession ou dans les professions peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup Sophie, c'était vraiment très cool cette interview. Moi j'ai appris plein de trucs alors qu'on avait déjà fait cette fameuse interview écrite, mais ça me fait dire que finalement le podcast c'est vraiment, il y a une dimension supplémentaire parce qu'on prend le temps, on creuse un petit peu plus. T'as un parcours très riche, très varié, évidemment multicasquette, mais du coup c'est intéressant de l'avoir dans son entièreté parce que on en comprend toute la cohérence. Et évidemment c'était le parcours idéal pour finir cette saison puisqu'il démontre qu'il y a bel et bien 1000 façons d'être vétérinaire. Au revoir Sophie. Salut, au revoir tout le monde. Voici le moment venu de clôturer cette première saison de Veto Micro, qui a été d'abord une des plus belles expériences de ma vie professionnelle et aussi un succès d'audience inespéré, puisqu'on frôle les 200 000 écoutes en cumulé. On a entre 20 et 27 000 écoutes mensuelles, plus de 6 000 auditeurs uniques par mois, certains épisodes qui, avec les rediffusions, ont été écoutés plus de 10 000 fois. Bref, c'est complètement fou. Donc, un immense merci à vous, nos auditeurs, nos consoeurs, nos confrères, parce que vous êtes au rendez-vous tous les vendredis pour vous écouter les uns les autres. Et ça, je crois que c'est notre plus belle victoire. On se retrouve le 1er septembre avec des épisodes inédits pour rencontrer de nouveaux invités, des hors-séries internationaux avec des confrères anglophones et plein de surprises. Et pour vous faire patienter d'ici là, on vous a concocté un hors-série de l'été avec 4 interviews passionnantes d'ASV qui seront diffusées du 7 au 28 juillet. Et en août, on mettra bien sûr vos épisodes préférés de la saison 1 en rediffusion. Passez de belles vacances ensoleillées, profitez de vos amis, de vos familles et on se retrouve à la rentrée. Très bel été à tous. Et à bientôt sur Veto Micro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.